Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue dans cette conférence. Ce soir, j'accueille avec plaisir Isabelle Villaharem. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Hortense. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler avec toi? Eh bien, nous allons voir ce soir avec toi 10 exercices pratiques pour gérer ses blessures d'âme et son poids. Alors, vous avez peut-être constaté de nombreuses répétitions dans votre vie, des répétitions qui ne sont pas agréables, mais qui se produisent toujours. Et si vos blessures vous menaient par le bout du nez? Et si ces répétitions avaient un sens? Et si en travaillant dessus, vous pouviez dénouer des fils de votre vie et vous accepter tel que vous êtes? Ce sont des questions que nous nous posons souvent. Alors, laissez-vous porter, car nous allons comprendre, vous allez comprendre vos blessures, pouvoir les déterminer et faire le lien avec les chakras. Vous allez aussi voir quels sont les liens entre les blessures d'âme et le poids. Vous allez aussi avoir à votre portée 10 outils pratiques pour gérer les blessures qui conditionnent aussi notre poids. Alors au final, est-ce que nous pouvons guérir de nos blessures? Voilà notre programme de ce soir avec toi, Isabelle. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Je t'ai présenté qui tu es tout à l'heure, tes diplômes, tes compétences. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé, ton parcours jusqu'ici? Donc, comment tu en es arrivé à faire ce lien entre blessure d'âme et poids finalement? D'accord. Alors, j'ai un parcours très, très curieux, très particulier, puisque je suis partie de la biologie, de l'immunologie. Je suis passée après par la médecine vétérinaire et j'avais une drôle d'impression. Je me disais, je suis passée de l'infiniment petit dans la recherche à l'infiniment grand, les animaux. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu la possibilité, grâce au service vétérinaire, d'aller dans l'alimentation. Et là, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Par contre, j'avais toujours été très, très, très impressionnée par le poids de ma mère, qui avait des problèmes de poids, mais majeurs. Elle a eu toute sa vie des problèmes de poids incroyables et ça la torturait. Je voyais bien que ça la torturait et je voyais bien que tout était inefficace dans ce qu'elle faisait. Donc, ça m'a beaucoup impressionnée. Puis, quand j'ai découvert ce monde de l'alimentation, alors là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas du tout, qui m'a tout de suite passionnée. Très vite, j'ai compris qu'il y avait, ça c'est pas difficile à comprendre, qu'il y a beaucoup d'émotions dans tout ce qui concerne l'alimentation. Puis je l'avais tellement vu avec ma mère que je le savais instinctivement. Et puis de fil en aiguille, d'émotions m'ont amené aux blessures de l'âme, qui sont des blessures émotionnelles. Et du coup, je me suis mise à travailler vraiment dessus parce que c'est passionnant. Et ça me semble, moi, être vraiment un très bon fil conducteur pour pouvoir enrayer les problèmes de poids, les problèmes émotionnels aussi, parce qu'ils sont incroyablement là et ils pourrissent la vie de la personne. Traiter les blessures émotionnelles, donc les blessures d'âme, c'est vraiment se faire un énorme cadeau dans la vie. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Alors attention, c'est quelque chose qui est pas anodin parce qu'il faut du courage pour y aller. Moi, je trouve qu'il faut réellement, vraiment du courage. Mais alors après, la satisfaction, elle est juste incroyable. Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Hortense. Oh oui, 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 bien sûr. Et en plus, moi, je dirais même plus que en soignant ces blessures d'âme, tu ne règles pas seulement un problème de poids. Oui, tout Je à pense fait. que tu règles beaucoup de choses dans ta vie, en fait. Tout Tu à fait. libères pas mal de choses dans ta vie. Voilà. On libère énormément de place et surtout, on arrive enfin à comprendre qui on est, comment on peut fonctionner et s'accepter tel que l'on est. Donc ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire au monde, c'est celui-là. C'est de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer la conférence. Est-ce que tu veux que j'ouvre le PowerPoint, le partage écran, pour démarrer cette conférence? Donc, on va d'abord commencer par parler un petit peu des blessures parce que ça, c'est super important. Nous arrivons sur Terre, nous sommes tous porteurs de blessures dans nos âmes, de blessures émotionnelles. Et dans la famille dans laquelle nous arrivons, il y a toujours un des parents qui est chargé de réveiller une de nos blessures parce qu'il la porte lui-même. C'est vraiment une cascade incroyable. Ça peut prendre des générations
qui portent la même blessure. C'est juste incroyable. Donc, le réveil de la blessure, elle se fait toujours entre 0 et même avant, puisque, par exemple, la blessure de rejet, elle se produit dans le ventre de la mère, donc même pendant la gestation jusqu'à 6 ans. Ça, c'est le réveil de la blessure. Mais après, nous allons l'emporter avec nous à l'âge adulte si elle n'a pas été résolue. Et le problème, c'est qu'elle va se rouvrir très régulièrement à l'âge adulte et elle va nous ramener à notre blessure initiale de l'enfance. Et c'est ça qui est incroyablement douloureux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des blessures? On a des blessures parce qu'il y a un ou plusieurs besoins essentiels qui n'ont pas été du tout satisfaits chez l'enfant. Ce sont très souvent des besoins d'amour qui sont pas du tout satisfaits. Donc, en fait, la vie est très, très bien faite parce qu'elle va se charger de nous mettre sur notre chemin des personnes qui sont là uniquement pour réveiller nos blessures une fois ou plusieurs fois. À charge pour nous de le comprendre. Plus on va les réveiller, plus c'est douloureux. C'est vraiment abominablement douloureux. Mais c'est à nous d'en faire quelque chose et de le comprendre. Si on le comprend pas, ça peut se reproduire, mais des dizaines et des dizaines de fois, c'est juste incroyable. Comme vous voyez, vous avez tous dans votre entourage des personnes comme ça, une femme qui a été battue par un premier mari, qui va choisir un deuxième mari qui va la battre et qui va choisir une troisième personne qui va la battre. Voilà, ça peut être ça. Il y a plein de situations possibles de reproduction qui sont liées aux blessures. Alors, elle nous mène, mais alors franchement, totalement par le bout du nez. C'est vraiment incroyable de voir à quel point nous sommes menés par le bout du nez par nos blessures. C'est pour ça que c'est très intéressant de les reconnaître. Sinon, ma vie ne sera qu'une répétition incroyablement douloureuse et de plus en plus douloureuse parce que je serai toujours inadaptée à comprendre ce qui m'arrive. Donc, en fait, c'est comme si on restait dans le passé et qu'on ne pouvait pas aller dans le présent et dans le futur. On est accroché à notre passé sans nous en rendre compte absolument. Tout se fait de façon parfaitement inconsciente, mais on reste quand même dans le passé. Alors, si j'en prends conscience, c'est super parce que je vais arrêter de les revivre. Si je n'en prends pas conscience, la vie va se charger de me les faire revivre et c'est alors, à l'âge adulte, un tsunami émotionnel qui déferle sur moi à chaque fois que ma blessure est réouverte ou qu'une de mes blessures est réouverte. Donc, c'est très douloureux, c'est incroyablement douloureux. En fait, le présent, c'est pour nous ce qui nous arrive dans le présent. Quand quelqu'un est placé sur notre chemin de vie pour nous rouvrir une blessure, c'est vraiment, vraiment une occasion de guérison. Faut pas le prendre comme il m'arrive quelque chose d'épouvantable. Par exemple, on a une amie et tout d'un coup, cette amie nous dit des horreurs et finalement, on va se fâcher avec l'amie, on ne va plus du tout continuer à la côtoyer. Et ben, elle est venue réouvrir une blessure, c'était probablement sa mission, on peut dire ça comme ça. Et là, c'est une occasion pour moi à ce moment-là de le comprendre et de guérir puisque d'aller travailler sur cette blessure. Alors, il y a 5 blessures de l'âme. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. On va les voir une à une. Et donc, le premier qui a travaillé dessus, c'est Wilhelm Reich, un psychiatre autrichien. Après, il y a un psychiatre américain, John Pierrakos, qui a travaillé dessus aussi. Et puis, celle qui a beaucoup travaillé dessus il y a quelques années, c'est Lise Bourbeau. Et c'est de son travail à elle que sont tirés les physiques que j'ai mis. Alors, le physique qui est mis, c'est si la personne porte, par exemple, la blessure de rejet à un point incroyable. Si elle, sa principale blessure est la blessure de rejet, qu'elle la porte de façon majoritaire et très forte, alors on peut effectivement voir un physique de ce type-là. La blessure de rejet, c'est la plus douloureuse de toutes les blessures. On ne peut pas se tromper parce que c'est une blessure qui arrive dans le ventre de la mère. Et elle est induite par le parent du même sexe. Et du coup, carrément, le bébé dans le ventre de sa mère sent parfaitement qu'il n'est pas désiré. Parce qu'en fait, un des deux parents, en règle générale, désire l'enfant dans l'autre sexe. Et ça, le fœtus le sent parfaitement. Donc, il va arriver avec une blessure de rejet qui est déjà réouverte, lui carrément sur terre. Donc, le gros problème de cette blessure de rejet, c'est que l'enfant est persuadé qu'il n'a pas de valeur. C'est ça son leitmotiv. Il se sent absolument nul et sans valeur et donc c'est juste épouvantable. Alors les phrases qui permettent, je vais vous dire des phrases et vous allez voir si vous,
ça vous parle ou pas. Il y a peut-être des phrases qui vont faire tilt, peut-être qu'il y a des phrases qui vont strictement rien vous faire du tout. Peut-être que vous allez vous reconnaître un peu dans toutes, peut-être que vous allez vous reconnaître dans aucune. Tout est possible. Alors, pour la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui va se dire « je me sens nul et je me sens sans valeur. J'ai l'impression que je suis complètement nul dans la vie, il ne m'arrive que des choses désagréables et je n'ai pas de valeur. » Et là, le chakra qui est impliqué, on va les voir un peu après, c'est le chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est important déjà. Je vous ai mis à droite un petit schéma sur les chakras. C'est le chakra qui est donc jaune, c'est celui du milieu du ventre. Et vous allez voir que ça va avoir des conséquences juste incroyables que le chakra soit impliqué. En fait, les chakras sont des centres énergétiques et du coup, les blessures passent par les chakras. Donc ça, c'est juste incroyable. Dans cette fameuse blessure de rejet, donc l'enfant se sent complètement rejeté par le parent du même sexe. Il peut du coup rejeter le parent du sexe opposé aussi. Dans toutes les blessures, il va nous arriver à chaque fois la même chose. Je me sens rejeté par mes parents. Moi, un jour, dans ma vie, je vais rejeter quelqu'un. Mais surtout, le plus important à comprendre, c'est que, au final, pour entretenir ma blessure, je vais me mettre à me rejeter. Puisque je me suis senti rejeté par mes parents, alors moi, je vais tout le temps me rejeter. Et c'est là où c'est un cercle vicieux incroyable. C'est comme je me rejette moi, et ben je vais attirer en face, chez les personnes d'en face, le rejet. Et c'est un cercle super vicieux parce que l'adulte se rejette et se sent rejeté partout où qu'il aille. S'il est très porteur, encore une fois, s'il est très porteur de cette fameuse blessure de rejet. En fait, on les porte, pour moi, on les porte toutes. Il y en a deux qui sont un peu plus marquées au départ. C'est celles-là qu'on va travailler. Et quand on va les avoir travaillées, on va se rendre compte que les autres sont derrière et sont prêtes à sortir du bois. Elles sont cachées, mais elles sont là. Et du coup, après, on va pouvoir les travailler. Donc, c'est assez incroyable comme travail parce que on commence par les deux prioritaires au début et après, on va voir derrière. Donc, celui qui porte la blessure de rejet, il se sent vraiment nul et sans valeur. Donc, il a toujours l'impression qu'il va déranger. Donc, comme il veut pas déranger, il veut être invisible, il veut être effacé. Il se sent toujours rejeté par les personnes du même sexe que lui, puisque c'est le parent du même sexe qui l'a rejeté. Et c'est quelqu'un qui, alors je terminerai sur l'enfant intérieur, mais je le dis déjà, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir beaucoup de difficultés à laisser vivre son enfant intérieur. Et quand on va essayer de leur parler de l'enfant intérieur, ils ont beaucoup de mal à y aller parce que c'est cette blessure de rejet qui est trop souffrante chez eux. Alors, chaque blessure va avoir une peur panique de quelque chose. Et pour le rejet, eh bien, sa plus grande peur, ça va être la panique, justement. Et donc, s'il est dans une situation de panique, c'est quelque chose qui va le meurtrir incroyablement. Toutes les blessures nous obligent à mettre en place ce que Lise Bourbeau appelle un masque, mais moi, j'aime pas ce mot-là du tout et je trouve qu'il n'est pas très représentatif. Pour moi, c'est un système de protection. On met tous un système de protection et on va tous, sur chaque blessure, mettre en place le même système de protection. Pour la blessure de rejet, le système de protection, c'est la fuite. Alors, si mon système de protection est la fuite, alors ce que je suis venue apprendre là, dans ma vie, c'est exactement l'inverse de la fuite. Puisque la fuite représente ma blessure de rejet, moi, ce que je suis venue apprendre, c'est justement à ne plus fuir, à affronter, à m'affirmer dans ma vie et à prendre ma place. On vient apprendre exactement l'inverse du système de protection qu'on a mis en place. Puisque j'ai mis en place la fuite, et ben ce que je viens apprendre, c'est justement à m'affirmer, à affronter ma vie et à prendre ma place. Donc ça, c'est juste incroyable. Pour chaque blessure, ça va être la même chose. On vient apprendre l'inverse du système de protection. La blessure d'abandon, elle arrive entre 1 et 3 ans et c'est avec le parent du sexe opposé. En règle générale, on peut imaginer, c'est assez souvent le cas, qu'il y a un parent du sexe opposé à l'enfant qui est renfermé et qui va laisser plus de place à l'autre parent. Et c'est une blessure qui va toucher et l'avoir et le faire. Donc là, elle est liée au chakra du cœur, c'est le chakra qui est vert, on les verra après. Et elle, sa phrase fétiche à la blessure d'abandon, c'est « j'ai besoin de faire valider tout ce que je fais, même si au final, je vais quand même décider moi de ce que je fais. Mais j'ai besoin toujours de l'aval des autres. » Et lui, son système de protection à la blessure d'abandon, c'est la dépendance.
Mais alors la dépendance, moi j'ai mis longtemps à comprendre qu'elle peut prendre des formes extrêmement variées. Je peux être dépendant affectivement. Je peux être dépendant financièrement de mon conjoint, par exemple. Je peux être dépendant moralement de mon conjoint. Mais je peux être dépendant aussi de l'alimentation, je peux être dépendant de l'alcool, je peux être dépendant du tabac, je peux être dépendant de la drogue, je peux être dépendant des achats compulsifs, je peux être dépendant du sport, je peux être dépendant des jeux, du casino. Donc, en fait, toutes les dépendances, quelles qu'elles soient, signent une blessure d'abandon. Et ça, c'est vraiment important de le savoir parce que ce que je viens apprendre, c'est exactement l'inverse de la dépendance. Donc, je viens apprendre l'indépendance ou l'autonomie. Et ça, quand on arrive à acquérir cette autonomie, cette indépendance, par exemple, pour les gens qui ont un problème avec l'alcool, c'est juste incroyable d'arriver à se libérer de ce problème de l'alcool. Mais c'est pareil pour une dépendance à un conjoint, une dépendance affective, une dépendance morale. Il y a plein de dépendances possibles. D'accord? Je sais pas, regardez si la phrase vous parle. J'ai besoin de faire valider tout ce que je fais, même si au final, je décide moi-même. Donc, dans la blessure d'abandon, je vais avoir extrêmement besoin d'attention. J'ai un manque d'amour qui est incroyable. Donc, je vais détester la solitude. Je vais détester être seule. Adulte, je vais dire, je ne peux pas vivre seule, hein. Donc, je recherche toujours les autres, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'attention. Mais le problème, c'est que si j'ai pas assez d'attention, je vais trouver un moyen génial pour en obtenir, je vais me victimiser. Alors la victime, c'est celle qui dit, ce n'est pas de ma faute, mais c'est de ta faute. Toi, c'est toi qui n'as pas été gentil, c'est toi qui ne m'as pas assez aimé, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Donc, se victimiser, c'est un truc génial pour la personne qui le fait, puisque c'est pas de sa faute. Sauf que c'est la meilleure façon de ne pas avancer. Si ce n'est pas de ma faute, alors je ne vais jamais comprendre que je suis à l'origine de tout ce qui m'arrive. Nous sommes tous responsables de nos pensées. Et ce sont nos pensées qui vont aussi générer notre réalité. Donc ça, c'est super important à le savoir. Donc là, comme pour la blessure précédente, c'est les parents qui vont réouvrir la blessure d'abandon, mais le pire que je puisse me faire à moi-même, c'est de m'abandonner moi-même. Et je vais m'abandonner très souvent, par exemple quand j'abandonne un projet, quand je ne vais pas au bout de quelque chose, quand je procrastine, eh bien, je m'abandonne. Donc, je rouvre ma blessure. Puisque le propre de chaque adulte, c'est de réouvrir lui-même sa blessure. Donc, on a tous mis en place des choses incroyables pour réouvrir nos blessures. Abandonner, ne pas aller au bout de quelque chose, c'est m'abandonner moi-même, donc réouvrir ma blessure. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et la plus grande peur de la blessure d'abandon, c'est la solitude, puisque franchement, il peut pas vivre seul, hein. Sortir de la dépendance, si j'arrive à sortir de ma dépendance et à m'ouvrir à l'autonomie en comprenant ma force, puisque nous avons tous des forces en nous, eh bien, je vais pouvoir résoudre comme ça ma solitude. Donc, ça va être juste génial pour moi. La troisième blessure, donc comme vous pouvez le voir, la première et la deuxième ne grossissent pas. Alors, le rejet, elle va jamais, pour ainsi dire, jamais grossir. L'abandon, elle peut grossir dans certaines conditions. Mais évidemment, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les autres blessures que je porte. La blessure d'humiliation, alors c'est une blessure qui arrive entre 1 et 3 ans et avec le parent qui s'occupe de la propreté de l'enfant. Alors très très souvent, c'est la mère qui va s'occuper de la propreté de l'enfant. Et c'est un parent qui peut avoir honte déjà lui-même de son corps et qui peut avoir honte du coup du corps de l'enfant. Et du coup, il va lui inculquer une espèce de répulsion du plaisir physique. Donc ça, c'est très, très gênant pour l'enfant parce que très vite, il va avoir honte. Il va avoir honte de lui, honte de son corps et ça va vraiment conditionner absolument toute la suite de sa vie. Lui, il est lié au chakra sacré, c'est-à-dire le deuxième chakra, celui qui est orange, là. Et le système de protection de la blessure d'humiliation, c'est la mésestime de soi. Je ne m'estime pas du tout. Ce qui fait que je veux toujours rendre service. C'est la grande phrase de celui qui porte la blessure d'humiliation, c'est « je veux rendre service même quand on me le demande pas ».
Alors, c'est des gens formidablement sympathiques puisqu'ils sont tout le temps en train de rendre service, même quand on ne leur en demande pas. Donc, évidemment, ce que je viens apprendre, c'est à m'estimer moi-même. Et pour m'estimer, il va falloir que je respecte et mes besoins et mes envies, ce que je ne sais absolument pas faire. Donc, en fait, la facilité pour la personne qui porte la blessure d'humiliation, c'est de se rabaisser tout le temps. C'est de rire de lui, de faire rire les autres à ses dépens. Et il va comme ça alimenter lui-même sa blessure, puisqu'il rit de lui-même, il fait rire les autres à ses dépens. Évidemment, le corollaire, c'est que je vais me sentir coupable de tout. Et tout ce que je fais, c'est toujours en trop. Je veux trop rendre service, je vais manger trop. Je vais rire de moi trop fort, trop violemment. Je vais toujours en faire trop, mais je vais pas m'en rendre compte du tout. Hein. Et les mots qui vont accompagner la blessure d'humiliation, c'est toujours la honte, l'indignité et aussi la culpabilité. Hein. Et là, la plus grande peur de la blessure d'humiliation, c'est la liberté, paradoxalement. Donc c'est étonnant, mais c'est comme ça. La blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison, c'est le parent du sexe opposé qui va induire cette blessure-là. Elle arrive entre 2 et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Quand c'est une fille qui est attendue elle va avoir un père qui va être incroyablement séducteur à son égard. Il va être très séducteur, mais en même temps, il va incroyablement dévaloriser son enfant. Donc c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et pareil pour la mère et le fils, ça va être exactement pareil. La mère va être très séductrice à l'égard de son fils, mais au final, elle va beaucoup le dévaloriser. Et du coup, en fait, il y a toujours, pour les personnes qui portent cette blessure de trahison, un complexe d'Oedipe qui n'est pas résolu. Quand on écoute l'adulte parler, il parle très bien du parent du sexe opposé. Très bien, il les aime en général beaucoup. Il va falloir travailler, qu'on avance dans ce travail-là de décortication des blessures pour qu'ils comprennent que bien que ce parent était incroyablement séducteur avec lui, il l'a aussi incroyablement dévalorisé. Dévaloriser son enfant, c'est à peu près ce qu'on peut lui faire de pire. Donc lui, c'est le chakra racine, c'est-à-dire le premier qui est rouge tout en bas, qui est touché. Et le système de protection qui va être mis en place par celui qui porte la blessure de trahison, c'est le contrôle. C'est un grand contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui aime contrôler toute sa famille. Il va se contrôler lui, mais surtout les siens. Alors les enfants, il va les contrôler. Le conjoint, il va le contrôler de façon juste incroyable. Donc si mon système de protection il contrôle, ce que je viens apprendre dans cette vie, c'est justement à lâcher prise. Justement à arrêter de contrôler. Hein. Il y a beaucoup de leaders autoritaires très contrôlants, qui sont des gens qui portent une blessure de trahison très importante. Hein. Alors, il est paradoxal, le porteur de la blessure de trahison, parce qu'il est toujours convaincu qu'il ne ment jamais, alors qu'il ment, et que personne ne lui fait peur. Mais ça, c'est tout à fait faux. Hein. Il va être totalement impatient et intolérant avec les personnes lentes. Il va pas du tout comprendre que ça puisse exister. Il va pas forcément prendre ses responsabilités, mais il tient à ce que tout le monde pense que justement, il est incroyablement responsable et qu'il les prend toujours. Hein. C'est quelqu'un qui va être très coléreux et très facilement impatient. Hein. Et sa plus grande peur, à lui, ça va être la séparation, le reniement et la dissociation. Donc ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et la dernière qui est la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, elle arrive beaucoup avec des parents qui peuvent être froids et autoritaires. C'est avec le parent du même sexe, hein, là, qui induit cette blessure-là. Donc, elle est induite tardivement, entre 4 et 6 ans. Souvent, les parents peuvent être froids, autoritaires et sévères, ou pas que. Hein. Ceux qui sont froids, autoritaires et sévères vont réouvrir une blessure d'injustice. Il peut y avoir des parents assez chaleureux qui vont quand même rouvrir une blessure d'injustice. Hein. Et là, c'est le chakra de la gorge, hein, donc au niveau de la gorge. Le système de protection qui est mis en place par celui qui la porte, c'est le perfectionnisme. Alors, c'est un perfectionnisme incroyable. Hein. Et ben là, ce qu'on vient apprendre, puisque c'est exactement l'inverse du perfectionnisme que je viens apprendre dans cette vie-là, c'est d'arrêter d'être perfectionniste, c'est-à-dire avoir droit à l'erreur, avoir droit à ma sensibilité, parce que ce sont des gens hypersensibles qui le camouflent toujours remarquablement bien.
La grande phrase de la blessure d'injustice, c'est « je dois être parfaite pour être aimée ». Ah, j'ai oublié de vous dire la phrase du contrôlant. Sa phrase à lui, ah ben je l'ai pas mise, c'est « je ne peux faire confiance à personne ». Lui, il a facilement pas confiance dans l'autre. Je ne peux faire confiance à personne, je dois contrôler tout. Donc voilà, c'est lui le contrôlant, et il l'a même dans sa phrase, je ne peux faire confiance à personne et je dois tout contrôler. La blessure d'injustice, c'est je dois être parfaite pour être aimée. Hein. Donc là, c'est juste, ou parfait, je dois être parfait pour être aimée. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc la blessure d'injustice, c'est celle qui est dans le déni. Donc c'est incroyable parce qu'elle va toujours dire que tout va bien dans sa vie, que sa vie est absolument sans problème parce qu'elle s'est incroyablement coupée de sa sensibilité. Coupée de sa sensibilité parce que ça lui permet de ne pas sentir ses imperfections. Donc comme ça, elle peut continuer à penser qu'elle est parfaite. D'accord? Et donc, en fait, elle se sent appréciée jamais pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle fait. Donc, il y a une confusion entre être et avoir aussi. Hein. Donc, en fait, à la fois, elle est incroyablement sensible, à la fois, elle est incroyablement perfectionniste, mais à la fois, elle est incroyablement en train de se juger tout le temps. Évidemment, elle se juge mal. Ce qu'elle se dit d'elle-même est juste assez terrible. Hein. Donc, elle va se contrôler, mais elle se contrôle toute seule. Elle se contrôle elle, mais elle va pas contrôler sa famille. Donc la blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui va se contrôler tout seul pour être parfait. Donc il y a beaucoup de colère contre lui. Et sa plus grande peur, c'est la froideur. Alors que justement, c'est des gens qui paraissent froids très souvent. Ils peuvent tout à fait paraître froids et pourtant c'est leur plus grande peur. Alors on va aller voir un petit peu maintenant les blessures d'âme et les chakras, comment ça se passe. Donc qu'est-ce que c'est? Alors, oui, on va en parler de toute façon, donc on va le revoir après. Sur les 5 blessures sont positionnés 5 chakras. En fait, ils partent du chakra d'en bas. Je vais vous le montrer. Donc celui d'en bas, le rouge. Le rouge est le premier, l'orange le deuxième, le jaune le troisième, le quatrième le cœur et le 5e la gorge. Donc en fait, on a la trahison tout en bas, l'humiliation en deuxième, le rejet en troisième, l'abandon sur le cœur et l'injustice sur la gorge. Et les 2 derniers, qui sont le chakra du 3e œil et le chakra coronal, ne portent pas de blessure. En fait, nos blessures vont tout le temps tourner dans les chakras. Donc, voilà, à gauche, où il y a une représentation où on voit qu'il y a à la fois une ouverture sur la colonne vertébrale de ces chakras et à la fois une ouverture sur le devant du corps. Le premier chakra et le dernier chakra, c'est-à-dire le chakra racine et le chakra coronal, eux, ils n'ont pas une direction identique, ils sont dirigés vers le bas, alors que les autres sont dirigés horizontalement. Donc le premier chakra, qui est le chakra racine, évidemment, il nous ancre dans la terre. Hein. Comme son nom l'indique, il nous aide avec nos racines. Alors, des chakras, ce sont des émetteurs et des récepteurs d'énergie. C'est vraiment un centre énergétique. Au même titre qu'on a un estomac ou un foie, on a des chakras qui sont des centres énergétiques. Donc, qui vont de la colonne vertébrale, de la base jusqu'à la tête, et qui ont une projection sur le devant du corps aussi. Donc, on va toujours très souvent travailler sur le devant du corps. Alors, ils sont sensibles, incroyablement sensibles même au stress. Et le stress peut les déséquilibrer. Et un chakra déséquilibré, c'est un chakra qui ne va pas bien. C'est comme ça qu'on dit que des chakras déséquilibrés peuvent, ou des méridiens d'ailleurs déséquilibrés aussi, puisque ce sont des endroits par où passe l'énergie, peuvent amener la maladie. Hein. Ils sont très sensibles au stress, puis ils sont sensibles aussi au système endocrinien, donc toutes les hormones. Et Dieu sait si nous en avons, donc c'est important de le savoir. L'énergie, elle va toujours circuler du bas vers le haut du corps, en permanence, mais c'est un continuel. Pour être nourri, un chakra va avoir besoin de la lumière qui correspond à sa couleur, il va avoir besoin d'énergie, essentiellement. Hein. Donc, visualise les chakras qui baignent dans leur couleur, ça peut être quelque chose qui va aider le chakra à fonctionner. Les chakras sont tous associés à une glande, et ça va être hyper important de le mémoriser. Par exemple, le chakra racine, lui, sa glande de prédilection, ce sont les surrénales. Les surrénales, ce sont des petites glandes qui sont situées juste au-dessus du rein. Mais si je vous dis que la surrénale, c'est celle qui fabrique le cortisol, qui est l'hormone du stress, vous allez du coup immédiatement comprendre que le chakra racine est lié
au stress. C'est-à-dire que si j'ai énormément de stress, alors je peux imaginer facilement que j'ai un chakra racine qui est déséquilibré. Un chakra racine équilibré, j'aurai moins de stress. Le deuxième chakra qui est le sacré, lui, est lié aux ovaires ou aux testicules. Le troisième chakra, celui du plexus solaire, est lié au pancréas. Alors, je vous en dis deux mots du pancréas. Le pancréas, c'est une toute petite glande qui fait 100 à 200 grammes, mais qui est ultra importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fabrique toutes les enzymes capables de couper les aliments en leurs éléments de base. Donc, toute la digestion, 95% de la digestion est une digestion enzymatique. Donc, grâce aux enzymes fabriquées par le pancréas, et Dieu sait si c'est important puisqu'il nous faut digérer. Et aussi, elle fabrique deux hormones ultra importantes, l'insuline et le glucagon. L'insuline, c'est elle qui règle la quantité de sucre dans le sang. Et le glucagon, c'est celui qui fait exactement l'inverse. D'accord? Donc l'insuline, elle permet la montée de sucre dans le sang et le glucagon permet la descente. Donc c'est vraiment deux hormones ultra importantes. L'insuline est bien connue puisque les gens qui ont un diabète ont des problèmes d'insuline. Hein. Donc c'est comme ça qu'on le connaît. Le quatrième chakra, c'est le cœur. Lui, il est en relation avec une toute petite glande qui s'appelle le thymus, qui est située là, à peu près au milieu de ma poitrine, là, de mon thorax. Et c'est une glande qui a tendance à régresser avec l'âge. Plus on vieillit, plus elle disparaît. Il y a deux façons de la maintenir en vie. C'est d'abord de la tapoter, comme ça, régulièrement. Et puis, la deuxième façon, c'est de manger du sélénium. Et alors, il y a un aliment incroyable qui en contient. Ce sont les noix du Brésil. Ce sont ces grosses noix, les noix du Brésil ou d'Amazonie. Ça contient du sélénium. Et le sélénium aide le thymus à persister. Alors, le cinquième chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, lui, sa glande de prédilection, c'est la thyroïde. Donc, c'est la glande qui est juste derrière. Hein. Donc, un chakra, une thyroïde déréglée, c'est un chakra de la gorge déréglé. Hein. Le chakra du troisième œil, là, c'est la glande pinéale, c'est celle qui est responsable des décalages horaires, hein, du jet lag, là, quand on voyage loin. Et puis, le chakra coronal qui est au-dessus de notre tête, c'est lui, sa glande de prédilection, c'est l'hypophyse, donc c'est une petite glande ultra importante qui fabrique des hormones aussi. Le chakra racine, c'est le chakra de la survie et de la force de la vie. Hein. C'est vraiment toutes les fonctions vitales sont réglées aussi dans le chakra racine. Lui peut être bloqué par la peur. Hein. Donc on a vu qu'il était rouge. Le chakra sacré, lui, c'est le siège du plaisir. On va voir que il est en lien avec la créativité, avec la sexualité. Et il est bloqué par la culpabilité. On a vu qu'il était orange. Le chakra du plexus solaire, lui, c'est le pouvoir, la volonté, qui va être bloqué par la honte. Il est jaune. Le chakra du cœur, c'est évidemment le chakra de l'amour et de la compassion, qui va être bloqué par le chagrin, qui est vert. Le chakra de la gorge, c'est la communication avec les autres, mais également avec moi-même. Comment je me parle, comment je parle à l'extérieur, mais comment je parle à l'intérieur de moi-même, qui va être bloqué bien sûr par le mensonge et qui est bleu clair. Le chakra du troisième œil, c'est évidemment la vision juste, c'est l'intuition, qui va être bloqué par l'illusion, qui est bleu indigo. Et puis le chakra coronal, le dernier, c'est le lien avec ma partie, mon essence divine, hein, qui va être bloqué par les attachements et qui est violet. Alors, maintenant, il y a des correspondances. Bon, je vais pas vous lire toutes les cristaux. Il y a des cristaux qui sont attribués à certains chakras. Il y a plein de choses, en fait, sur chaque chakra. Il y a énormément de choses qui circulent et c'est important de le savoir. Alors, évidemment, chaque chakra gère une zone du corps en particulier. Le chakra racine, ça va être la colonne vertébrale, les os, ce qui est dur, les os, les dents, donc tout ce qui est dur, hein. Le sang, le gros intestin, le rectum, l'anus. Vous pouvez pas tout, vous voyez qu'il ne gère qu'une partie de l'appareil digestif. Le sacré va gérer les organes génitaux, bien sûr, sperme, rein, vessie, bassin. Le plexus solaire, lui, on repart dans l'appareil digestif puisqu'il va gérer une grande partie de l'abdomen. Il va mettre dedans la rate, le foie, l'estomac, la vésicule biliaire et le bas du dos. Le cœur gère bien sûr cœur-poumon, qui est un ensemble qui va toujours de pair, le sang, la circulation et la cage thoracique. La gorge,
Lui, c'est poumon, bronche, œsophage. Et là, on commence à monter mâchoire, nuque, cou et la voix. Le troisième œil, ça va être le visage, le front, le nez, les oreilles, le sinus. Et à l'intérieur, ça va être sinus, cervelet, système nerveux. Et le dernier, c'est le chakra coronal qui va gérer tout ce qui est à l'intérieur du crâne, comme le cortex, le système nerveux central et le cerveau. Donc là, il y a des cristaux qui sont associés à ces chakras-là. Vous voyez que, donc en fait, ils ont des domaines aussi. Donc on les a déjà un peu dit. Il faut savoir qu'un chakra équilibré, c'est super. Mais qu'un chakra déséquilibré, c'est moins super et que c'est important de le savoir. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui, surtout en ce moment avec les énergies que nous subissons là actuellement, il est important d'aller équilibrer ces chakras tous les jours. Faire une méditation d'ancrage tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment particulièrement. Le chakra racine, c'est de lui qu'on va dire la personne a les pieds sur terre. Voilà, quelqu'un qui a un chakra racine bien équilibré, bien établi, qui tourne bien, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir les pieds sur terre. Quelqu'un qui a pas du tout les pieds sur terre et qui est complètement dans la lune, eh ben c'est quelqu'un qui va avoir un chakra coronal qui est complètement qui est très fort. En fait, les trois premiers chakras, racine, sacré et plexus solaire, sont appelés des chakras terrestres. Le chakra du cœur fait l'intermédiaire joue le rôle d'intermédiaire entre les chakras terrestres et les chakras célestes. Donc les célestes, c'est la gorge, le troisième œil et le coronal. D'accord? Donc, on l'a déjà un peu dit, donc ça je passe, sinon j'arriverai pas à finir. Donc, les blessures, je vous les ai déjà dit. Je reprends. Le racine, c'est la blessure de trahison qui est là, et donc son système de protection, c'est le contrôle. C'est le siège de la survie. Hein. Sa phrase, son mantra préféré pour le chakra racine, c'est « je suis ». Dans le chakra sacré, on va trouver la blessure d'humiliation. Masochisme, j'ai laissé ce mot-là, mais je ne l'aime pas. Et moi, je préfère mes estimes de moi. Et donc, c'est le siège du plaisir. Et donc, entre autres, et sa phrase, son mantra, ça va être « je ressens ». Le plexus solaire, c'est la blessure de rejet, son système de protection, la fuite. Et c'est le plexus solaire, c'est la volonté. Donc, son mantra, c'est « je peux ». Pour le cœur, c'est la blessure d'abandon avec comme système de protection la dépendance. C'est donc le siège de l'amour. Et évidemment, son mantra, c'est « j'aime ». Et pour la gorge, c'est l'injustice avec comme système de protection la perfection. C'est la communication. Évidemment, son mantra, c'est « je parle ». Alors, on va passer maintenant au lien entre des blessures d'âme avec l'alimentation. Je vais le faire, comme j'ai déjà fait un webinaire dessus, je vais passer très vite dessus. Je vais redire des choses parce que maintenant, plus j'avance dans mon expérience et plus je me rends compte que les liens sont compliqués. Parce qu'il y a tout dépend des blessures que je porte. Si j'ai une blessure d'humiliation qui est très forte, évidemment, ça va être plus facile à voir parce que je vais être physiquement impactée par cette blessure. Mais je peux porter une blessure d'humiliation de façon pas très forte et du coup ne pas du tout en avoir le physique. Mais je peux avoir d'autres blessures et qui vont me pousser ou pas à grossir. Donc en fait, tout dépend des blessures principales que je porte en avant. C'est celles-là qui vont m'impacter beaucoup. Globalement, le seul qui va presque jamais prendre de poids, c'est la blessure de rejet parce qu'il va ruminer tout le temps. Lui, il se rejette tout le temps, donc comme il se rejette, en règle générale, il rejette son corps. Donc, il a rejeté la façon dont sa mère le nourrissait sur les deux plans, le plan affectif et le plan physique, ce qui fait qu'en fait, il ne se sent ni compris, ni aimé, ni apprécié. Donc, il va tout rejeter. Donc lui, il est dans le rejet perpétuel de tout, pour peu qu'il ait une blessure de rejet. Évidemment, là, je vous parle de quelqu'un qui a une blessure de rejet qui est très, très prononcée. Il va manger très peu, toujours en petite quantité. Il n'est pas du tout intéressé par la nourriture, c'est pas du tout un canal qu'il porte. Il va être attiré éventuellement par les épices et le sucré, mais franchement, il va manger toujours en très petite quantité parce que
il a une capacité incroyable à ne pas écouter son corps et à ne pas s'en occuper. Donc, en fait, je ne veux pas risquer de grossir, surtout si elle est principale. Là encore, je redis bien, si cette blessure-là est principale chez moi et elle est très forte, je ne vais pas grossir. Mais si par contre j'en ai d'autres associées, je peux parfaitement grossir. Dans la blessure d'abandon, on ressent incroyablement l'abandon et le vide à l'intérieur de soi. Et ressentir du vide, c'est un vide affectif, évidemment. C'est ce qu'on n'a pas ressenti petit. Donc, c'est un vide d'amour. Donc là, pour le coup, je peux parfaitement, si je ressens de façon aiguë ce vide, devenir boulimique et manger absolument sans faim, F-I-N, et sans faim, F-A-I-M d'ailleurs. Les deux sont vrais. Hein. Donc, je peux aussi quelque part maîtriser mon poids parce que j'ai quand même toujours la croyance du pas assez. Je n'ai pas reçu assez d'amour, je n'ai pas reçu assez de ceci, de cela, et du coup, je vais quand même peut-être quand même maîtriser mon poids. Mais c'est pas sûr, hein, je peux grossir. Et je vais souvent aimer les aliments mous. Hein. Donc, si je l'apporte, c'est toujours pareil, si je l'apporte de façon majoritaire, je peux grossir, pas certain, et tout dépendra des autres blessures que je porte. Pour la blessure d'humiliation, alors, c'est celle, on a vu, qui grossissait le plus. C'est celle qui est en lien avec le chakra sacré. Et du coup, il va y avoir comme un énorme vide pour ces gens-là dans leur chakra sacré. Parce que c'est comme si ce chakra faisait un appel d'aliments. Donc, comme on veut tout le temps, on essaye de se retenir parce qu'on a toujours des bonnes raisons pour se tenir. Je ne dois pas manger, mais en fait, les verbes devoir et faire, ça ne marche jamais. Et donc, on a beau essayer de se dire qu'on va pas manger, tout d'un coup, on va perdre le contrôle et on va manger de façon compulsive, mais incroyable. Et on peut manger sans faim, F-A-I-M, et sans faim, F-I-N. Moi, j'ai vu des situations juste incroyables où les gens se sentaient dans l'obligation de manger. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. C'était juste incroyable. La personne disait, j'ai absolument plus faim, je me sens gavée, je me sens mal, j'ai presque envie de vomir, mais je ne peux pas m'arrêter. Donc, c'est une compulsion qui est juste incroyable. Mais j'ai une profonde mésestime de moi. J'ai honte de mon corps. Je veux surtout pas le ressentir. Et pour ne pas le ressentir, je vais me remplir. C'est une très bonne façon de ne pas le ressentir. Hein. Mais évidemment, à chaque fois que je mange de façon compulsive, je vais aussi me sentir incroyablement coupable. Je sais très bien que si je fais ça, je vais grossir. Si je grossis, je me sens coupable. Mais si je me sens coupable, je vais essayer de calmer ma culpabilité en mangeant. Donc là, c'est indispensable de travailler et sur la mésestime de soi et sur la culpabilité. Alors, je vais être attirée par tout ce qui fait grossir. Le gras, les sauces, la crème, le sucre. Hein. C'est vraiment un cercle vicieux dans cette blessure-là, puisque j'ai envie de me remplir parce que je n'aime pas mon corps, je ne peux pas me supporter, donc il faut que je me remplisse d'amour et d'aliments. Je me remplis, j'ai des compulsions, mais quand j'ai des compulsions, je me sens coupable, et pour calmer ma culpabilité, je vais manger. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux atroce. Alors, je vais faire un aparté sur cette blessure d'humiliation parce que c'est elle qui est impliquée beaucoup dans tout ce qui est les attouchements. Moi, je considère maintenant que, après en avoir rencontré beaucoup, que même un attouchement est pour moi un viol. Il peut même y avoir des paroles qui font office de viol. Donc, et même certaines situations peuvent faire office de viol. Et ça va toujours aller toucher la blessure d'humiliation. Il y a, du coup, pour ces personnes-là, un poids qui est très émotionnel. Et ce poids, il va avoir évidemment 3 origines. Il y a le poids qui est lié à l'attouchement, puisque ma blessure d'humiliation a été rouverte de façon incroyable. On va aussi mettre un système de protection en place pour mettre du poids de la matière entre moi et l'autre, puisque l'autre me fait peur. Hein. Et puis, il y a le poids de la trahison avec le parent, évidemment, impliqué dans mes problèmes de honte petits. Et ce qui est important à comprendre, c'est que les attouchements, ce sont des actes qui ne peuvent jamais être digérés aux 2 sens du terme. Digérés au sens physique et digérés au sens psychologique. Je peux pas digérer un attouchement, c'est un truc juste atroce. Et du coup,
quelque chose d'important pour ces personnes-là, ça va être de vitaliser l'alimentation, parce que sinon je ne peux pas la digérer réellement, puisqu'elle n'a pas d'énergie. Il va falloir que j'énergétise mon alimentation. Donc c'est un procédé un peu particulier à apprendre. La blessure de trahison, eh ben moi je vais me trahir en permanence, hein, puisque de toute façon ce qu'on peut se faire de pire adulte, c'est de réouvrir notre blessure en permanence. Donc puisque je me trahis en permanence, je vais manger à toute vitesse sans mastiquer. Je vais absolument pas faire attention à ce que je fais. Je peux manger en lisant un journal, je peux manger en regardant la télé, en écoutant la radio, en lisant mon smartphone, etc., etc. Donc j'écoute absolument pas les besoins de mon corps. Je goûte rien du tout. Je vais, pour ainsi dire, pas goûter les aliments. Donc du coup, je vais être un accro plutôt des épices, du sel, du sucre. Hein. Comme mon système de protection, c'est le contrôle. Je peux parfaitement contrôler mon poids. Donc, je peux être quelqu'un qui ne va jamais grossir parce que je suis dans le contrôle total. Mais le contrôle, il peut aussi dégénérer en culpabilité. Et là, du coup, la culpabilité va me faire manger. Je ne vais pas arrêter, du coup, de m'auto-punir puisque je me sens coupable en mangeant, puisque je manque en fait de nourriture affective. Et là, je peux alors grossir. Mais évidemment, ça va dépendre des autres blessures, encore une fois. La blessure d'injustice, alors, elle est dans l'autocontrôle, hein, puisqu'elle doit être absolument parfaite. C'est celle qui est le plus dans le déni. Même quand elle est en train de manger du sucre, elle va dire qu'elle en mange pas. Même quand elle grignote, elle va dire qu'elle ne grignote jamais. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas regarder ce qui se passe réellement. Ça l'arrange. Ça l'arrange, mais finalement, ça ne l'aide pas à vivre. Hein. Alors, la blessure d'injustice, elle va rarement grossir, sauf si elle porte des blessures qui poussent à grossir. Parce qu'elle a une affinité pour tout ce qui est cru et dur, et les épices. Donc, elle peut être parfaitement crudivore et elle va aimer les légumes et les fruits crus. Hein. Alors, eh ben, comment est-ce que il est important pour ça de déterminer ces blessures d'âme, hein, avec les phrases qu'on a vues au début, pour savoir quelles sont celles que je porte le plus, quelles sont, en général, on en a 2 qui sont prépondérantes, quelles sont les 2 prépondérantes chez moi, et comme ça, je peux avoir déjà un peu d'indication sur ce que je porte comme blessure. Sachez que de toute façon, on les porte toutes, hein, mais à des degrés divers, et il y a des événements de la vie qui vont nous amener à les réouvrir ou pas. Hein. Ce qui est important, c'est de s'observer sans se juger. Comment est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Et dans quelles conditions je le mange? Hein. Et comme ça, si déjà je fais ces observations-là, j'aurai des conclusions. Mais attention, on mange très 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 souvent ses émotions. Donc là, on va parler des traitements et des fameux 10 propositions que je vous fais pour traiter les blessures. Nous sommes tous uniques et différents. Donc ça, c'est hyper important à le savoir. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivée à proposer plus de choses sur les blessures parce que je me suis rendu compte au début, j'étais partie dans certains chemins et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'élargisse mon chemin, qu'il était trop étroit. En fait, pour traiter les blessures, ça va se faire par des prises de conscience. Mais les prises de conscience, elles vont arriver de différentes manières. Donc, il va y avoir des prises de conscience successives. Hein. Je vous dis tout de suite que c'est un travail qui prend un certain temps de traiter les blessures. Et si je vais pas faire ça en un claquement de doigts, c'est pas parce que j'ai eu des humiliations répétées pendant des années que je vais pouvoir les résoudre en une fois, par exemple. Hein. Ça, faut être conscient de ça. Donc, il y en a pour certains, ça va être une prise de conscience qui va passer par exemple par l'écriture. Je vais vous en parler. Mais d'autres, ça va pas du tout passer par l'écriture. Ça va passer par le corps éventuellement. Donc, en fait, la difficulté, c'est surtout pour moi, c'est de comprendre quel est le canal qui va être le vôtre. Et je suis obligée de les proposer tous, finalement, pour voir quel est celui qui va correspondre à la personne. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est d'écrire ses pensées. Alors maintenant, c'est plus connu sous le nom de journaling. Donc, dans le journaling, on propose d'écrire tous les matins dans un cahier ce qui nous passe par la tête au réveil. Ça, c'est vraiment le journaling. Moi, je vais vous proposer ça de façon un peu différente. Moi, je propose de dire ce qu'on se dit sur soi. Donc, c'est pas forcément le matin, ça peut être aussi le soir. Hein. La façon dont je vais gérer mon intérieur, c'est la façon dont je me gère, hein, dont je gère mes pensées. Donc, c'est important de savoir, en fait, comment je vais faire. Moi, mon idée dans l'histoire d'écrire ses pensées, c'est de permettre à la personne de comprendre comment elle fonctionne dans sa tête pour pouvoir refaire un lien entre la tête et le corps. Parce que très souvent, on est tous, pour ainsi dire, on est tous disjonctés, on est tous dans la tête,
tout nous pousse à être dans la tête. Le monde actuel nous pousse complètement. On a tous des ordinateurs, on a tous des téléphones portables, on a tous les yeux rivés dessus, et en fait, ça nous déconnecte de notre corps. Et donc là, moi, il est important pour moi de savoir comment faire, où en est la personne de sa déconnexion à son corps. Donc écrire ses pensées, c'est incroyablement formateur et ça me donne beaucoup de renseignements. Ça va permettre d'abord de comprendre ce que je pense vraiment de moi et quels termes j'utilise pour le faire. J'ai tout entendu. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que j'ai pu entendre à ce sujet-là. Il y a des gens qui vont se dire du mal d'eux, mais à bas bruit, et il y en a qui vont se dire du mal d'eux à très fort bruit. C'est juste incroyable. Donc là, ça permet de voir le fossé qu'il y a entre le mental et le corps. Et puis, ce que j'écris, c'est exactement le reflet de ce que me disent mes blessures. Mes blessures passent par mon mental. Elles me disent des choses. Quand je me dis je me sens nulle, ben c'est ma blessure de rejet qui m'interpelle. Quand je me dis je n'ai pas de valeur, c'est vraiment la blessure de rejet qui passe par mon mental. Donc c'est important. C'est pour ça qu'écrire ses pensées, c'est quelque chose de très important. La deuxième proposition que je fais, moi, c'est de parler à son corps. Alors là, vous avez tout à fait le droit de penser que je suis complètement illuminée, mais l'expérience me prouve que c'est juste incroyable. Vous allez voir qu'au début, d'abord, moi, je considère que le corps est un temple sacré. C'est une merveille de la nature. On n'a jamais pu, à ce jour, reproduire le fonctionnement d'un corps artificiellement. On ne peut pas. On a fabriqué des robots, mais on ne peut pas reproduire l'intérieur du corps humain. C'est dire combien c'est une merveille de la nature, hein. Et effectivement, tout le monde fait la même chose. La seule fois où je vais écouter mon corps, c'est quand je suis malade. J'ai une angine, j'ai mal à la gorge, là je vais entendre mon corps. Je me suis fait une entorse, je vais comprendre que j'ai quelque chose à la cheville. Mais le reste du temps, je vais jamais l'écouter. C'est très rare les gens qui l'écoutent, hein. Pourtant, c'est dans le corps que sont générées les sensations. Donc, si mon corps génère des sensations qui sont liées aux émotions, j'ai intérêt à l'écouter. Donc au début, vous allez avoir une communication extrêmement difficile avec votre corps. On n'a pas du tout l'impression de l'entendre. Mais en fait, avec de la persévérance, on va finir par l'entendre et il va donner des infos du type, ça peut être une image, ça peut être une phrase, ça peut être... Moi, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 3 soirs. Je me suis fait piquer, j'étais en pieds nus, je me suis fait piquer par une bête que j'ai pas vue. Sur le côté du pied. Et puis, je me suis rendu compte que ça me grattait, mais évidemment, j'ai fait comme on fait souvent, c'est-à-dire j'ai rien fait. Rien du tout. Et puis, le lendemain, je me suis gratté. Le surlendemain, je me suis gratté. Mais alors, je me grattais, et tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est pas un moustique qui gratte comme ça. Et j'avais quand je commençais à me gratter, je me grattais pendant au moins 1 minute. Et tout d'un coup, au bout de 2 jours de gratouillis, là, j'en ai eu marre et j'ai dit à mon pied, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour arrêter ce gratouillis. Je me suis dit, je vais pas aller mettre des corticoïdes sur la peau de mon pied, ça n'a pas de sens. Pour moi, en tous les cas. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, j'ai entendu miel. Alors moi, je discute pas, hein. Mon corps, il m'envoie une info, je ne la discute jamais. Donc, j'ai descendu, j'ai été chercher le pot de miel, j'ai du miel avec du thym et j'en ai mis sur le gratouillis. Et depuis, je l'ai fait hier, c'est impeccable, ça m'a pas gratté aujourd'hui. Donc, vous voyez, le corps, lui, il sait des trucs que nous ne savons pas. Donc, un petit rappel, c'est une pensée qui va créer une émotion. L'émotion, elle va circuler dans le corps. La pensée, elle circule dans le sang aussi, hein, elle circule. La pensée, elle va générer une émotion et l'émotion, elle est directement dans le corps. Donc elle va circuler dans le corps. Elle va donner une info via le sang. Et donc là, je peux avoir si c'est une pensée stressante, je vais avoir une réponse des surrénales, mes fameuses petites glandes là qui sont au-dessus des reins, et je vais avoir une fabrication du cortisol. Le cortisol, il va se répandre dans le corps et il va induire du stress avec des symptômes. Ça peut être
le cœur qui bat vite, les mains moites, les jambes qui tremblent, suer, etc., etc. Il y a plein de symptômes de stress. Et ben tout ça est lié à ma pensée. Au départ, ça vient de ma tête et ensuite ça circule dans mon corps. Et si j'ai du stress, je vais renvoyer à ma tête stress. Ma tête, elle va redire encore cette pensée négative qui génère une émotion, qui génère du stress. Donc c'est vraiment hyper important de se souvenir que le corps, c'est un temple sacré, mais c'est le lieu des émotions et des sensations. Il faut absolument que je me rapproche de mon corps. Et une façon de s'en rapprocher, c'est de lui parler. Donc qu'est-ce qu'il y a comme but à ça? Ben, si je pense à mon corps, je vais peut-être cesser d'être un peu dans la tête, puisque en ce moment, nous sommes tous beaucoup dans la tête. Tout ce qui se passe en ce moment génère chez beaucoup de personnes du stress, de l'angoisse, et du coup, ces personnes-là restent dans la tête. Elles sont plus du tout dans leur corps. Donc, leur corps, ce n'est plus du tout un ami. Si je cesse d'être dans ma tête, je vais alléger ma charge mentale, parce que c'est incroyable toute cette charge qu'on a et qu'on se met perpétuellement dans la tête. Je vais recréer du lien avec mon corps, et donc, à terme, je recrée la connexion corps-esprit, qui est une connexion juste incroyable. Alors, troisième possibilité, la troisième outil pratique, alors c'est un outil juste merveilleux, c'est la respiration. Les Grecs disaient déjà il y a donc très longtemps que la respiration était le médiateur du corps à l'âme. Moi, la première fois où j'ai lu ça, j'ai dit je comprends rien. Et puis plus j'ai avancé, plus j'ai fait de respiration, plus je me suis branchée sur la respiration, plus j'ai compris. Par exemple, les yogis sont des gens qui respirent beaucoup et qui peuvent atteindre des états de dissociés uniquement avec de la respiration. Donc, c'est juste des états modifiés de conscience, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, uniquement grâce à la respiration. Donc, la respiration est réellement le médiateur du corps à l'âme. Évidemment, si on ne respire pas, on meurt. Ça, c'est la palissade, vous êtes d'accord avec moi. Mais la respiration, son but principal, c'est d'amener de l'oxygène dans les poumons, mais aussi dans toutes les cellules du corps. Donc, elle va permettre la revitalisation du corps, et elle va permettre aussi de le tranquilliser, parce qu'on a une très grande fonction qui est juste incroyable, c'est que c'est la seule grande fonction de notre corps sur lequel on ait une influence. Si je dis à mon cœur d'arrêter de battre, il va pas le faire. Si je dis à mon appareil digestif arrête de digérer, il ne va pas le faire. Si je dis à mon sang arrête de circuler, il ne va pas le faire. Si je dis par contre à ma respiration arrête de respirer, je fais une apnée et je ne respire plus. Si la nature nous a mis cette fonction-là, c'est pour que nous nous en servions. Et donc, la meilleure action que nous puissions avoir pour avoir une action sur notre corps, c'est l'expiration lente qui va activer un système particulier qu'on appelle le parasympathique, qui lui a pour fonction de ralentir le cœur et le ventre. Si je ralentis le cœur et le ventre, je me tranquillise. La respiration dans le stress, c'est une merveille de la nature. Si la nature nous a permis d'avoir une action sur notre appareil respiratoire, c'est pour que nous nous en servions. En plus, il y a une respiration dédiée à chaque blessure, donc c'est juste merveilleux parce que ça permet de travailler chaque blessure. Alors, ça, c'est pour vous montrer le poids de la respiration. Si je suis dans mon corps et que tout d'un coup, je décide de me brancher sur ma respiration, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Je vais juste me brancher sur ressentir ce qui se passe dans mon corps quand je respire. Eh ben, je suis dans mon corps. Et là, si je suis dans mon corps, je suis forcément dans le moment présent. Et si je suis dans le moment présent, je vais très bien. Si par contre, mon attention, elle est attirée par des mots, par exemple, j'ai lu quelque chose sur mon smartphone qui m'a induit vraiment du stress. Et alors, du coup, dans ma tête, il y a plein de pensées qui arrivent, il y a plein de mots. Et ben, mon mental, il va m'emmener ou bien dans le passé, ou bien dans le futur. Surtout en ce moment, là, on est facilement dans le futur, et dans le futur, c'est extrêmement angoissant. Donc, je vais avoir peur. Ou alors,
c'est coup de bol, c'est je vais aller dans la créativité. Mais en ce moment, c'est pas ce qu'on fait. On va surtout dans la peur et du coup, je vais souffrir. Si je vais dans le passé, je vais pouvoir ressasser quelque chose de mon passé. Je vais être dans la frustration et là aussi, je vais souffrir. Il y a 2 fois où on ne va pas souffrir, c'est quand on est dans la gratitude par rapport à son passé, mais ça c'est assez rare, ou si on est dans la créativité pour le futur. Mais là aussi, on s'y met rarement. Donc en règle générale, quand je suis dans la tête, quand je suis dans les mots, quand je suis dans les pensées, dans les paroles, je vais être dans le mental, je vais être dans le futur ou dans le passé et je vais souffrir. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, quels sont les buts recherchés par la respiration? C'est diminuer le stress et l'anxiété, ça c'est déjà majeur. On va bien sûr augmenter l'oxygène dans le corps et les organes fonctionnent essentiellement avec de l'oxygène. Donc, mieux je respire, mieux je vitalise mon corps. Hein. Ça va aider incroyablement dans la gestion des émotions qui sont dites négatives. Ça peut parfaitement aider à dormir parce qu'il y a des respirations qui vraiment aident à se rendormir. Ça aide à la concentration pour les étudiants, même pour les adultes qui ont fini les études. Hein. C'est utilisé maintenant à l'hôpital pour certaines respirations ont été reconnues comme traitantes. Par exemple, la cohérence cardiaque, elle est complètement utilisée maintenant dans l'hypertension artérielle. Les gens qui ont de l'hypertension artérielle, s'ils sont vraiment raisonnables là-dessus, s'ils font trois fois par jour de la cohérence cardiaque, ils peuvent ne plus prendre de médicaments liés à l'hypertension. Hein. Donc, je vous dis pas de le faire, c'est pas moi qui vais vous dire de le faire, c'est bien sûr votre médecin. Mais la cohérence cardiaque, on dit que si on en fait le matin, le midi et le soir, ça peut complètement permettre d'arrêter les médicaments. Donc, Dieu sait si c'est important. Hein. La méditation, alors ça maintenant c'est très à la mode, tout le monde connaît au moins le mot méditation, hein, donc c'est une pratique qui permet à l'esprit de faire une pause, c'est-à-dire on met l'esprit sur pause, hein, sur stop, et du coup on rentre éventuellement dans le corps, ça permet d'aller dans le corps, la méditation. En ce moment c'est quelque chose de très à la mode, mais c'est aussi quelque chose de très important pour là aussi diminuer le stress. Dieu sait si en ce moment nous sommes dans une ambiance stressante, angoissante, et là la méditation ça peut être un outil merveilleux. Pour les blessures, c'est un outil merveilleux puisque dans les ateliers je vais proposer en bonus une méditation dirigée sur chaque blessure, mais spécialement pour chaque blessure, et là c'est très intéressant, ça permet des prises de conscience vraiment très intéressantes et très importantes. Alors, les bienfaits de la méditation, c'est vraiment de retrouver, d'améliorer l'attention, d'améliorer la mémoire, de diminuer le stress et l'anxiété. J'ai mis retrouver de la souplesse, non, c'est pas de la souplesse physique, peut-être de la souplesse de la tête, oui. Parce que la méditation, ça permet de mettre les idées à distance, les pensées à distance. Plus on médite, et plus on apprend à faire le vide à l'intérieur de sa tête. Moi, il m'a fallu du temps pour l'apprendre, mais quand on y est, c'est la chose la plus confortable qui soit. C'est incroyablement confortable de ne plus avoir de pensée dans la tête. Donc, la méditation, c'est vraiment ce qui permet d'y arriver. Hein. Donc, ça aide aussi à améliorer la capacité de concentration. Ça peut améliorer le sommeil, hein, vraiment. Et dans les hôpitaux, on commence à faire rentrer aussi les méditations. Il y a certaines opérations sur le cerveau qui sont très invalidantes, et on fait faire aux personnes des méditations au préalable, et ça permet de diminuer incroyablement la charge douloureuse. Donc, c'est un intérêt pratique là, au niveau de l'hôpital. Alors, maintenant, je vais vous parler en 5e point des fleurs de Bach, parce que je ne sais pas si vous les connaissez. C'est un médecin anglais qui s'appelle Edward Bach qui les a mises au point. Et lui, par exemple, il disait c'est quand notre âme et notre personnalité sont en harmonie, quand tout est joie, paix et bonheur, alors qu'on va être en pleine santé. Alors, Edward Bach, il a vécu entre 1886 et 1937. C'est un monsieur qui est mort extrêmement jeune, qui était bactériologiste et qui très vite s'est rendu compte que la bactériose, c'était pas ça qui l'impactait. Et en fait, ce qui lui a permis d'arriver sur les fleurs de Bach, c'est qu'il adorait la nature. Il aimait beaucoup, beaucoup se promener.
dans son Angleterre natale. Et il s'est beaucoup promené et il a compris qu'il y avait des fleurs ou des arbres ou des feuilles qui étaient dédiées à certaines émotions, qui étaient reliées à certaines émotions. Et Dieu sait si, avec les blessures, nous avons certaines émotions. Alors là, je vais commencer par vous parler de Masaru Emoto. C'est un Japonais qui est mort en 2014, qui lui a eu l'idée mais il y avait déjà un Français qui des années auparavant avait dit l'eau a de la mémoire. Et lui, il a pris des échantillons d'eau, il a fait des sons, il a mis des sons, il a mis des mots, il a mis même des phrases complètes, et puis il a congelé ces échantillons-là, et puis après il en a fait des photos, et on a trouvé des cristaux d'eau. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais les cristaux d'eau du haut sont magnifiques, et le premier à gauche c'est amour, le deuxième c'est remerciement, et le troisième c'est soutien. Par contre, celui d'en dessous, haine, il est juste affreux, insulte, il est affreux aussi, et ordre, il est épouvantable. Donc là, ce qu'il en a conclu, c'est qu'il y avait un effet de la pensée et des émotions sur l'eau. Si j'envoie sur haine à mon eau, elle fait un cristal qui est affreux, d'accord? Donc l'eau comprend des choses. Et les fleurs de Bach, quand il les a trouvées, elles sont capturées dans une eau florale. C'est pour ça que j'étais obligée de vous parler de l'eau, parce que on va leur soutirer leur substantifique moelle grâce à l'eau florale, récupérer le matin d'ailleurs, mais après on va les conserver dans du brandy. Mais c'est donc le Masaru Emoto a prouvé que l'eau était sensible au son et sensible aux émotions et aux mots. Voilà, c'est en plus grand, on les voit. Et donc, Bach qui disait la santé est notre héritage, c'est notre droit, c'est l'union absolue et parfaite entre l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez que lui aussi parle du corps. Il ne s'agit pas d'un idéal éloigné et difficile à atteindre, mais d'un idéal si simple et si naturel qu'il échappe à beaucoup d'entre nous. Donc, il était vraiment visionnaire parce que il n'avait pas encore vu tous les dégâts que font actuellement, pour moi, la malbouffe, la sédentarité, les jeux vidéo et tout ce qui nous immobilise. Lui, il est mort avant d'avoir vu ça. Alors, les buts recherchés avec les fleurs de Bach, ça va être de pouvoir accueillir et résoudre des tensions morales. Il y a un produit qu'a créé Bach qui est assez connu, qui s'appelle le Rescue, qui est un ensemble de 5 fleurs qu'on peut prendre dans les situations d'urgence et qui peut être vraiment très, très, très importante à ce moment-là. Ça permet de transcender des peurs et des doutes, ça permet de gérer des angoisses et du stress, ça permet de combattre un esprit négatif et de le transformer en positif, et ça permet d'avoir la communication externe ou interne plus fluide et plus facile. Bien sûr, ça, des fleurs de Bach, ça va pas se prendre en 3 jours. Il va falloir les prendre sur le long terme, très souvent, pour voir des effets. Mais ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Alors, l'homéopathie, ça, je pense que tout le monde connaît le mot. Vous connaissez peut-être moins le fondateur de l'homéopathie, qui est un médecin, Samuel Hahnemann, qui a vécu entre 1755 et 1843. Donc lui, il est parti à la fois de substances animales, minérales et végétales, qui va diluer de nombreuses fois et qui va dynamiser. Alors le principe même de l'homéopathie, c'est un principe qui repose sur la similitude. Je vais prendre un remède qui est identique à ce qui a provoqué mon symptôme. Si je suis piquée par une abeille, je vais prendre Apis mellifica, qui est le venin de l'abeille, justement. Et donc, je prends la même chose que ce qui m'a piqué, d'accord? Donc, c'est exactement l'inverse de l'allopathie, qui, elle, va soigner un symptôme, mais qui va éteindre le symptôme. Si j'ai une inflammation, je vais prendre un anti-inflammatoire. Si j'ai un microbe dans le corps, je vais prendre un antibiotique, je vais prendre l'anti. Tandis que dans l'homéopathie, je vais prendre le même. C'est la grande différence entre ces deux médecines-là. Moi, je fais une homéopathie très particulière qui va être basée sur les ondes, donc c'est
très particulier, mais je commence à travailler sur les blessures de l'âme avec cette homéopathie-là. Et donc, alors, la définition de l'homéopathie, je vous en ai pas donné parce que il y a des gens qui sont des défenseurs ardents de l'homéopathie. Il y en a d'autres qui vont être des pourfendeurs ardents de l'homéopathie. Donc, chacun y met ce qu'il veut, hein, de toute façon. Il y a des gens qui y croient beaucoup, il y a des gens qui y croient moyennement, il y a des gens qui n'y croient pas du tout. La seule chose que je puisse vous donner, c'est que je l'ai beaucoup utilisé comme information qui est intéressante, c'est que je l'ai beaucoup utilisé sur les chevaux et que ça marche très bien et que sur mes animaux ici, chez moi, je l'utilise aussi. Et ça peut être, j'ai une lapine qui peut être caractérielle et dans ces cas-là, je lui donne de l'homéopathie, hein, et ça marche très bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur l'animal qui ne sait pas ce qu'il prend, ça marche. Donc le but, ça va toujours être de rééquilibrer le corps dans son ensemble, hein. On va pas traiter un symptôme, pas du tout. Ça c'est le propre de l'allopathie, mais on va rééquilibrer le corps dans son ensemble. Alors les huiles essentielles aussi, elles ont le vent en poupe. C'est ce qu'on appelle l'aromathérapie. C'est le résultat de la distillation à la vapeur d'eau d'une partie d'une plante. Ça peut être une fleur, une feuille, ça peut être une racine, ça peut être du bois, hein, ça peut être vraiment plein de choses, de la plante aromatique. Les plantes contiennent beaucoup de molécules aromatiques, hein, et donc les huiles essentielles, elles vont en récupérer énormément. Ce qui est intéressant, c'est que l'huile essentielle qu'on utilise soit pure, naturelle, botaniquement et chimiquement définie, hein. Ça s'appelle chémotypée, hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc les huiles essentielles, elles peuvent avoir dans la vie de tous les jours plein d'effets, mais je peux aussi les utiliser pour mes blessures d'âme. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Bien sûr, on va l'utiliser dans les tracas de la vie de tous les jours, le sommeil, la peau, les coups, la laine, par exemple. L'hélicryse italienne, c'est juste une huile essentielle miraculeuse quand on se fait un hématome. C'est vraiment juste incroyable, hein. Mais elles peuvent nous aider aussi à équilibrer nos émotions. On peut les prendre de façon différente. On peut les mettre sur le corps, on peut les mettre dans le bain, on peut les prendre par voie orale. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire et elles peuvent nous aider à équilibrer nos émotions et à être mieux, hein. Ça permet aussi, bien sûr, de déstresser, hein. Et il y en a certaines qui sont adaptées au chakra. Donc, c'est pour ça que maintenant, je m'y intéresse de plus en plus dans les blessures d'âme. Alors, les mantras, c'est un truc tout à fait étonnant parce que c'est une phrase qu'on va répéter afin de créer un ancrage qui a pour but de créer des bienfaits. En fait, le premier qui a parlé de ça, c'est Émile Coué, la fameuse méthode Coué, qui était donc un pharmacien du début du XXe siècle. Il achète une pharmacie et il se met dedans avec deux personnes qui vendent comme lui les médicaments. Et très vite, il se rend compte que ses patients à lui, les malades à qui il vend des médicaments, vont très vite beaucoup mieux que ceux de ces deux autres vendeurs. Et donc, il se dit, mais qu'est-ce que je fais en plus qu'ils ne font pas? Et lui, il se rend compte à ce moment-là qu'à chaque fois, il dit un mot incroyablement positif. Il leur dit toujours, vous allez voir, vous allez guérir, vous allez aller bien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, le corps va vous aider, le médicament va être formidable. Enfin, il y avait un petit mot positif tout le temps. Et du coup, il va devenir extrêmement célèbre de son vivant, et après, il va passer vraiment à nouveau dans l'invisibilité. Il revient à la mode maintenant, mais il a été très célèbre de son temps puisqu'il a fait beaucoup de conférences dans le monde entier. Et à la fin, il avait trouvé un système, il disait d'heure en heure et de jour en jour, je vais de mieux en mieux. Moi, personnellement, je trouve pas que je vais mieux d'heure en heure, mais la méthode Coué est une méthode géniale à utiliser parce qu'on peut la faire devant la glace. Et répéter des phrases devant la glace peut être au début incroyablement difficile, et puis au fil du temps, ça va être de plus en plus facile, et du coup, on va jouer sur la plasticité du cerveau. On joue sur la plasticité cérébrale. Le cerveau, il est incroyablement plastique. Parce que le cerveau, je peux lui dire du vrai, comme je peux lui dire du faux. Mais si je lui répète le faux un certain nombre de fois, il va croire que c'est du vrai. Donc là, c'est juste incroyable. Je vais arriver à des bienfaits physiques, des bienfaits psychologiques et des bienfaits spirituels. Donc, il y a des mantras liés à chaque blessure.
qui va être important de répéter tous les jours pendant un certain nombre de jours. Alors, je me suis rendu compte que pour les personnes qui peuvent pas aller dans les pensées, qui peuvent pas écrire leurs pensées parce que ce n'est pas possible pour elles, eh bien, on peut passer par le corps. Et pour passer par le corps, on peut faire des exercices. Les exercices, ils sont de différents types. Il y a le Qigong qui commence à être de plus en plus connu, qui va permettre de combiner à la fois la pensée, la respiration et le mouvement. Hein. Mais il y a aussi le yoga et il y a aussi d'autres exercices. Hein. Évidemment, les buts recherchés dans le Qigong, ça va être de se maintenir et de prolonger la bonne santé, d'entretenir son intellect, d'améliorer son efficacité dans la vie, d'évacuer le stress, de positiver et de retrouver de la souplesse. Ça, oui. On peut faire aussi du yoga. Et là, il y a vraiment des postures spéciales pour chaque blessure. Et ça, c'est ce que je vais montrer dans les ateliers. Donc ça, c'est juste incroyable. Il y a vraiment sur chaque blessure quelques postures qui sont vraiment destinées à permettre de travailler dessus, de travailler sur le chakra correspondant. Donc là, le yoga, je ne vais pas le présenter parce que vous savez tous que c'est des postures ou des exercices de respiration qui permettent une amélioration du bien-être physique et mental. Ça permet aussi de diminuer le stress, ça va permettre d'améliorer sa souplesse, d'améliorer ses fonctions cérébrales, mais surtout aussi, ça va permettre de mieux se connaître. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix de se connaître. Alors, le rituel matinal. Avant, les générations qui nous ont précédés avaient mis en place des tas de rituels. Alors, les rituels étaient liés beaucoup à la religion, mais il y avait d'autres rituels qui étaient liés aussi aux saisons. On fêtait des équinoxes, on fêtait les changements de saison, on fêtait des choses comme ça. Et c'était fêté sous forme de rituels. Et ces rituels étaient en fait finalement très importants. On a petit à petit aboli la majorité des rituels. Et en fait, moi je constate que moi personnellement j'ai mis en place un rituel matinal. C'est juste quelque chose qui a plein de bienfaits. Donc c'est une activité régulière et qui va être répétée tous les jours, qui va être de courte durée. Moi j'ai fait des tas d'essais sur la durée. Et ben franchement il faut que ce soit court, c'est un indispensable. On va faire toujours les mêmes exercices. On peut dire en même temps les mêmes mantras, on peut faire les mêmes respirations, on peut écrire tous les jours, on peut chanter, on peut danser, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est un rituel, on va le ritualiser. En règle générale, on va essayer de le faire à la même heure tous les jours et ça va nous apporter quelque chose d'incroyable. Ça va d'abord nous éviter de stresser dès le lever du lit, donc c'est pas mal ça, hein, en mettant à distance les pensées négatives ou les pensées stressantes. Ça va permettre de se reconnecter à soi tranquillement, à la fois à son corps et à la fois à son esprit. Et ça n'a pas de prix. Ça permet une espèce de douceur de début de journée. On sait qu'on a ce rituel à faire. Ce rituel, il est très bien connu, il est très bien perçu, il est très apprécié. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment comme si je me donnais une douceur, donc un bonbon en début de journée, quoi. Et puis, ça permet tout bêtement de libérer des tensions et son agitation mentale. Moi, je me suis mis au point un petit rituel à moi qui me permet de me reconnecter à mon corps, qui me permet de me recharger en énergie et qui me permet de vider ma tête. Et c'est quelque chose auquel je suis très attachée maintenant parce que je me rends compte que c'est un grand bienfait sous un petit volume, hein. Moi, ça dure au maximum 10 minutes, au grand maximum, je dirais plutôt 8. 8 minutes, on les a toujours tous les matins, en fait. Il suffit juste de s'autoriser à les prendre. Alors, dernière solution aussi, ça, c'est l'automassage. On peut se masser soi-même, et donc il y a une dame qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. Il y a le Do-in, hein, une technique qui est dérivée du shiatsu, qui permet de s'automasser. Donc, il suffit que j'utilise ma main, éventuellement une huile, mais pas forcément, et puis que je suive certaines directives, comme des lignes, aller dans le même sens, etc., pour libérer des tensions musculaires,
Là aussi, ça va permettre de reprendre contact avec son corps. Ça va permettre de libérer le stress accumulé dans la journée. Ça va permettre aussi une relaxation, une certaine sérénité, voire une élévation spirituelle. Donc ça, ce fameux do-in, il peut être juste formidable. Après, je peux faire d'autres systèmes d'automassage, même un automassage sans rien savoir, décider de masser régulièrement mes épaules parce qu'elles sont douloureuses après le travail. À la limite, si je fais dans le sens des aiguilles d'une montre tous les muscles de la coiffe des rotateurs, là, ces gros muscles de l'épaule, je vais me faire forcément du bien. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de l'harmonisation globale. Alors, c'est une technique qui est récente, puisque la dame, qui est la médecin, qui s'appelle Thérèse Quillet, qui a fondé la technique, est toujours là, elle fait toujours des formations. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est vieux, l'harmonisation globale. Donc c'est une technique énergétique qui va interroger le corps. Et pour interroger le corps, on part du test de réponse musculaire que vous devez connaître, qu'on utilise beaucoup en kinésiologie. Et on va déterminer comme ça l'origine du problème de la personne. Il y a 4 origines possibles. L'origine physique, une origine émotionnelle, une origine spirituelle, c'est-à-dire qui est ni physique, ni émotionnelle, ni énergétique, et puis une origine énergétique. Alors là, évidemment, quand je vous dis il y a 4 origines, ça semble simple. Mais dans chaque origine, évidemment, il y a plein de sous-chapitres. Et donc, le but de l'harmonisation globale, c'est vraiment de restaurer l'harmonie en soi et avec son environnement. Parce que l'environnement peut être extrêmement stressant pour la personne et peut être anxiogène. Ça a été prouvé par la géobiologie. Il y a des maisons qui sont construites sur des failles type Hartmann ou Curie, vont générer des cancers. Il y a eu la première qui a été découverte, c'était un immeuble en Allemagne qui était construit sur une faille. Je ne sais pas si c'était un Hartmann ou un Curie. Et il y a un médecin qui s'est rendu compte que plusieurs personnes dans les étages successifs développaient des cancers. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui était porté par l'immeuble lui-même. Donc l'harmonisation globale, ça permet de vraiment restaurer l'harmonie à l'intérieur de soi, mais l'harmonie aussi avec son environnement. Et donc on va pouvoir aller dans plusieurs domaines avec l'harmonisation globale, dans les angoisses, dans les peurs, dans le mal-être, dans le sommeil, dans les allergies et les intolérances alimentaires, parce que initialement c'est là-dessus que travaillait Thérèse Quillet, sur les allergies et les intolérances alimentaires, et même sur les fatigues. Il y a des fatigues physiques, mais il y a des fatigues psychiques qu'il faut aller investiguer. Alors, le propre des blessures, quand on travaille dessus, c'est de s'autoriser à lâcher son passé. Parce qu'en fait, nous sommes tous accrochés à notre passé. Et si je lâche mon passé, je peux avancer vers l'avenir. Mais pour avancer vers l'avenir, il va falloir que je lâche mon passé. En conclusion, s'autoriser à traiter ses blessures, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir dans la vie. Ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande éventuellement de l'argent. Mais vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, parce qu'alors, on peut arriver à un état de calme intérieur qui est juste hallucinant, qui n'a rien à voir avec l'état de départ. Alors, le dernier travail qui permet de très bien compléter le travail sur les blessures émotionnelles, c'est le travail sur l'enfant intérieur. C'est la petite fille que j'étais, qu'est-ce qu'elle a subi et surtout qu'est-ce qu'elle a conservé dans ses cellules comme vibration des émotions qu'elle a vécues. En fait, ce sont les vibrations des émotions qui restent. Ce ne sont pas les émotions elles-mêmes, mais les vibrations. Et nous sommes des êtres d'énergie, donc la vibration étant une énergie, ce sont ces vibrations-là que nous conservons dans le corps. Et donc, la dernière phase du travail, ce sera le travail après les blessures, ce sera le travail sur l'enfant intérieur. Et donc, moi, en conclusion, je vais vous dire ce qui est très, très important pour chacun, c'est de positiver. Si je positive, j'ai plus de pensée négative. Se respecter.
Donc ça, c'est compliqué parce qu'il y a justement, il y a des blessures qui m'empêchent de me respecter. Avoir de la compassion pour moi. Mais là aussi, j'ai beaucoup de blessures qui empêchent la compassion pour moi. Parce que le but ultime, pour être en paix, il faudra que je m'aime. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, évidemment. Surtout quand mes blessures m'en empêchent. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toi, Isabelle. Merci beaucoup pour toutes ces informations et puis aussi les 10 exercices. Finalement, facile à faire, c'est pas du tout compliqué, facile à apprendre. Alors, est-ce que, moi j'ai une question. Alors, je demande aux personnes si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions dans le chat. Est-ce que il faut choisir, on prend les exercices qui nous parlent en fait parmi les exercices dont tu as parlé là, il y en a 10 quand même. Hein. Oui, il y en a 10. Hein. Oui. Oui, ouais. Et c'est intéressant de prendre ceux qui parlent à la personne, bien sûr, ça c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant d'essayer. Par exemple, si a priori je ne sais pas si écrire va être important pour moi, ben c'est intéressant que je me dise un matin, est-ce que je peux écrire ou pas? Si c'est non, j'accueille ce qui arrive, c'est non, je suis d'accord, je vais être bienveillante avec moi et je vais voir que je ne peux pas écrire ce que je pense de moi. Si je peux pas, je l'accueille, je l'accepte. Très important de pas se juger et je passe à autre chose. J'essaye autre chose. Est-ce que je peux communiquer avec mon corps? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle, ça ou pas? Ben non, dans l'état là aujourd'hui, ça me parle pas du tout. Peut-être que demain je pourrais réessayer. Donc en fait, il faut aussi réessayer. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas du tout écrire. Il y a des gens qui vont écrire dès la première fois. Oui. Donc il faut tester en fait. Il faut tester. Absolument. Les exercices. Il faut tester. Très bien. Alors, justement, si vous souhaitez aller plus loin avec Isabelle, elle nous propose de faire des ateliers pratiques avec elle. Donc 2 ateliers. Le premier atelier, c'est le 13 septembre à 20h30 et le deuxième atelier, ça va être le 27 septembre. Les deux, c'est un lundi, hein, à 20h30 également. Donc, j'ai mis dans le chat. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton rose si cela vous intéresse de venir avec nous faire ces ateliers pratiques. Cliquez sur le bouton rose qui va vous amener vers une autre fenêtre et vous avez tous les détails de l'offre d'atelier d'Isabelle. Voilà. Évidemment, pour les personnes qui regardent le replay, vous aurez aussi ces informations-là en dessous de la vidéo et pareil sur la chaîne YouTube de l'Académie. Vous aurez un lien en dessous de la vidéo qui vous mènera vers la page, la fenêtre, qui vous donnera toutes les informations au sujet des 2 ateliers d'Isabelle. Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Alors, important quand même, avec ces 2 ateliers, tu proposes des bonus, des audios de méditation. Oui. Alors, les bonus, ce sont des méditations. Une méditation sur chacune des blessures. Donc, il y a 5 blessures. Il y a les 5 méditations pour chaque blessure. Et puis, 2 méditations supplémentaires, celle de l'ancrage, parce que je vous en ai parlé. Et en ce moment, vraiment, je crois que personnellement, je pense que c'est important de s'ancrer. Parce que nous sommes dans une ambiance très compliquée en ce moment, très anxiogène, et s'ancrer, c'est toujours reprendre pied avec ses racines, reconstruire ses racines, son assise, et c'est important. Aller retravailler comme ça, du coup, sur ses chakras, puisque moi, mon ancrage, il passe par les chakras. Et puis, une méditation sur les peurs, parce que les peurs, elles sont légion, on en a tous, et c'est ça qui nous invalide le plus dans la vie. C'est ça qui nous embête le plus, c'est ça qui nous pourrit la vie, ce sont nos peurs. Donc ça, ce sont les bonus. Donc ça fait 7 méditations. 7 méditations. En bonus. Et alors, ces 7 méditations, en fait, vous les aurez avec le replay de l'atelier. Hein. Si vous venez avec nous, bien sûr, vous aurez ces méditations avec le replay de l'atelier. Oui, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas grave. Alors dans le premier atelier, on va voir 2 des blessures et dans le deuxième, on va voir les 3 suivantes. Et à chaque fois, on va passer en revue les 10 points. Et là, je vais vous donner
À chaque fois, les huiles essentielles, l'homéopathie qui peut être liée, les fleurs de Bach, voilà, liées à chaque blessure, les exercices, par exemple les postures de yoga liées à chaque blessure, la respiration liée à chaque blessure. Donc en fait, on détaille pour chaque blessure les 10 points. Je vois aussi notamment dans le premier atelier, tu nous dis comment écrire et parler, renouer avec notre corps. C'est hyper important. Les mantras, les méditations, les respirations, les exercices d'automassage, les fleurs de Bach, les huiles essentielles. Ça, c'est dans le premier atelier. Dans le deuxième atelier, les mantras, méditation aussi. Toujours les respirations, donc les exercices et automassage aussi donc pour chaque tu vas les détailler pour chaque blessure en fait. Oui, pour chaque blessure, absolument. Là, je détaille tout. Parce que là, c'était impossible à faire là. Ah oui, non mais donc du là, coup, c'est déjà pas mal ce qu'on a eu là de toi, hein, les 10 exercices, les indications, mais on ira beaucoup plus loin avec les 2 ateliers. Alors, je précise en passant que vous avez la possibilité donc de payer en 2 fois, hein, de prendre les ateliers, de payer en 2 fois. Donc voilà, pour faciliter le paiement de ces ateliers. Voilà, alors, donc on va passer aux questions. Sandrine dit merci pour le webinaire, très intéressant. Bonne soirée, Sandrine. Si vous souhaitez venir avec nous, surtout pour apprendre encore plus, aller plus loin, plus profondément par rapport aux exercices, eh bien, venez avec nous. Alors, j'ai une question de Kelou. Bonsoir. Pour quelqu'un qui est né sans père ou sans mère, comment les blessures liées à l'un des parents sont activées puisque l'enfant, entre 1 an et 4 ans, n'a pas vécu avec le parent? Alors, ça dépend aussi comment le parent qui est présent va faire vivre, entre guillemets, le père absent, par exemple. Mais l'absence, en règle générale, va toujours générer de l'abandon. C'est vraiment vécu par l'enfant comme un abandon, voire comme une trahison. Mais les deux étant liés, ça va souvent de pair. Maintenant, comment est-ce que le parent restant se positionne pour faire vivre cela à l'enfant? Et puis, est-ce qu'il y a, on va imaginer quelqu'un qui n'a pas de père, est-ce qu'il y a une figure qui peut faire office de père dans la famille? Est-ce qu'il y a un grand-père qui peut faire une figure paternelle pour l'enfant? S'il y a une figure paternelle, ça sera très différent. S'il n'y a pas de figure paternelle du tout, là, c'est plus compliqué pour l'enfant parce qu'il va avoir des blessures nombreuses et multiples, hein. Ça, c'est sûr. Donc, en fait, s'il y a une figure paternelle, un grand-parent, ça peut vraiment aider considérablement l'enfant. Ok, merci beaucoup. Il y a la question de Marie que je trouve intéressante. Bonjour. En cas d'amnésie totale suite à un accident, par exemple, est-ce que la personne perd ses blessures? Hélas, non. Mais elle en perd au moins elle perd le lien qu'elle avait avec avant. Néanmoins, une blessure peut quand même être réveillée. Alors si après l'amnésie on retrouve un peu son histoire, le problème ça va être de reconstruire l'histoire, hein. Ça va être ça la difficulté. Bon, néanmoins, elle peut très bien quand même avoir des réouvertures de blessures. Ça dépend en fait aussi de la structure cérébrale qui est touchée dans l'amnésie. Ça dépend de beaucoup de trucs. Mais les structures des blessures sont particulières. Elles sont beaucoup véhiculées par les chakras, je vous l'ai dit. Et elles sont générées par l'un des parents. Enfin, elles sont initiées par l'un des parents, je vais dire ça comme ça. Donc, avec une amnésie, non, on ne perd pas ses blessures. Oui, ce sont des blessures d'âme, donc en fait, l'âme est toujours là et les porte toujours, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, merci beaucoup. Marie-France demande si chaque atelier traite des 5 blessures. Non, c'est... Non, le premier atelier, on fait 2 blessures. Et le deuxième atelier, on fait 3 blessures.
Et on fait les 10 points à chaque fois. Alors, pour répondre à Annabelle, non, Annabelle, l'offre, le prix que vous avez dans la page de vente, là, l'offre est pour les 2 ateliers parce que c'est indissociable. Donc, c'est pour les 2 ateliers. Donc, vous avez un prix où vous avez la possibilité de télécharger et l'autre prix, c'est sans téléchargement, donc un peu moins cher. Et pour les 2, vous avez la possibilité de payer en 2 fois, mais c'est pour les 2 ateliers, hein, pas pour qu'un seul atelier, 2 ateliers. Voilà. Si elle pose la question. Oui, la version streaming, c'est pour les 2 ateliers, mais non pas chaque atelier, c'est pas 67 € chaque atelier, c'est les 2 ateliers. On est bien d'accord, hein. C'est indissociable, donc c'est les prix pour le pack des 2 ateliers, Christelle. Voilà. Je pense que c'est clair. Donc, alors, est-ce que vous avez encore des questions? Non, c'était des questions sur les ateliers. Ok, ben go, Christelle. Ok, alors bienvenue. Bienvenue à Christelle. Donc, c'est le premier atelier, c'est le 13. Ça y est, j'ai Le 13. 13, hein? Ouais. Le 13, le premier atelier, c'est le 13. Les deux sont un lundi. Donc, vous allez recevoir un lien comme aujourd'hui, hein, pour vous connecter à la salle pour assister en direct et à chaque atelier. Et sachez que par la suite, même si vous ne pouvez pas assister en direct, vous aurez de toute façon les replays de ces ateliers-là, plus les bonus, évidemment, avec chaque replay, les 7 audio bonus que tu offres en plus. Donc. Ok. Alors, non, je crois que ça va être un peu long. Il y a une personne qui demande en quoi consiste l'homéopathie basée sur les ondes. Je ne sais pas si tu peux expliquer rapidement, mais... Je ne sais pas bien comment ça marche, je vous le dis tout de suite, mais je sais que ça marche. Ok. Bon, moi, ben j'ai voilà. acheté un appareil, j'ai été me former là-dessus et ça marche. Je sais que ça marche très bien. C'est très particulier. Donc, moi, je fais moi-même le truc. D'accord. J'ai des difficultés à l'expliquer parce que franchement, j'ai pas tout compris. Mais je sais que ça marche. D'accord. Bon, ben voilà, Marie. Voilà. Je suis désolée de ma réponse, qui n'est pas très claire. Mais c'est une homéopathie particulière, par contre. Hein. Et moi, j'utilise beaucoup des dilutions corsacoviennes, c'est-à-dire il y a les hahnemanniennes et les corsacoviennes, c'est des K. Je les aime beaucoup et je les utilise beaucoup. Voilà, Marie. Ok. C'est vrai que c'était très clair, hein, avec le PowerPoint. En plus, le partage d'écran que tu donnes, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations très claires. Donc, j'invite les personnes, hein, à revoir donc le replay de cette conférence. Ce que je peux dire, autant de fois. Oui. Une petite précision. Ce que je peux dire à Marie, c'est que j'informe en fait, mon système, c'est d'informer grâce à mon appareil les globules avec une vibration. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Ok. Ah oui, c'est pour ça qu'on parle d'ondes alors, oui. À ce moment-là. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Manuela, merci pour la question. Ça me permet de préciser que les ateliers, vous avez un accès illimité aux ateliers. Donc, avec téléchargement, évidemment, vous aurez donc directement les vidéos d'ateliers. Mais sans téléchargement, vous avez un accès illimité à ces ateliers en vous connectant dans votre espace privé. Voilà. Voilà, Manuela. Alors, Colette demande si les blessures sont forcément vécues avant 4 ou 6 ans. Mon corps a énormément changé après 2 chocs de 6 à 8 ans. Alors, on dit ces âges-là, mais il peut y avoir un petit peu de modération selon l'enfant. Oui, bien sûr, c'est pas des âges fixes, mais oui, ils sont vécus. Ces blessures sont réouvertes par les parents du même sexe ou du sexe opposé tôt, hein, globalement jusqu'à 6 ans. Alors après, les traumas, ça peut être des réouvertures de blessures. Hein. Il peut y avoir une première qui est passée inaperçue à l'âge dit, on va dire allez n'importe quoi, 3 ans, et puis il y a un trauma à 6,
Et c'est en fait une réouverture de la blessure initiale qui a été travaillée par le parent avant à 3 ans. Donc un trauma, ça peut être une ouverture de blessure. D'accord. C'est ça. En fait, très souvent, on vit des réouvertures de blessures. On ne s'en rend absolument pas compte. Absolument pas compte. À l'âge adulte, déjà dans l'enfance, on les vit plusieurs fois. Et en fait, quand on met bout à bout, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, on se dit mais j'ai vécu plein de réouvertures dans toute ma vie, dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence. Il y a plein de traumas qui sont liés en fait à carrément des réouvertures de blessures. Mais c'est un passage, je vais dire, un peu obligé pour nous. Enfin, je suis assez fataliste. Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est un peu écrit comme ça. Si c'est écrit comme ça, eh bien, ça va se vivre comme ça. C'est-à-dire que le trauma, il va avoir lieu et à charge pour nous d'en comprendre quelque chose, d'en tirer quelque chose. Donc oui, les blessures, en gros, elles arrivent vraiment dans l'enfance. Et après, même avec des traumas peuvent être aussi des réouvertures de blessures. C'est pas du tout à négliger ça. C'est même toujours le cas. Dans le trauma, il y a des réouvertures de blessures pour tous les traumas. Ok, merci Isabelle. Alors, Patricia demande comment équilibrer les chakras. Est-ce que la méditation d'ancrage que tu nous proposes en bonus, oui. C'est ça, hein? Oui, c'est une des façons. Il y a d'autres façons. C'est une des façons, oui. C'est une des façons. Aller travailler la terre, aller jardiner, aller marcher dans la nature. Pour certains, ça peut être aussi très intéressant pour équilibrer ses chakras. Il y a bien sûr plusieurs façons de le faire. Moi, je le fais beaucoup par méditation parce que maintenant, j'ai pris cette habitude-là et que je l'aime beaucoup. Mais quand si vous avez la chance d'avoir un potager, vous allez aller dans votre potager, je vous jure que vous équilibrez une grande partie de vos chakras, peut-être pas tous, mais en fait, vous faites déjà beaucoup de choses. En tous les cas, le chakra racine, il sera sacrément équilibré, celui-là. Et tu nous as dit tout à l'heure, d'ailleurs, qu'on peut aussi, en visualisant la couleur de chaque chakra, donc rouge, orange, jaune, vert. Alors, on va voir si c'est bien bleu, indigo et violet. Ouais. Donc, en visualisant, on peut aussi, tout en méditant peut-être, on peut aussi équilibrer les chakras. Tout à fait. Merci. Merci. Marie demande si la guérison des blessures est définitive. Une fois qu'on les a guéries, est-ce que c'est définitif? Alors, l'intérêt de travailler sur les blessures, il m'arrivait des choses très intéressantes pour moi cet été. Moi, j'ai vécu des choses, pas agréables. Et je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que ça me fait? Et je me suis dit, je me sens rejetée. Donc, je me disais, tiens, ça a réactivé ma blessure de rejet que j'avais déjà travaillée. Donc, je me suis dit, ça réactive ma blessure de rejet. Et donc, j'ai fait tout de suite le lien, c'est quoi pour moi le premier des rejets? Donc, effectivement, moi, mon père voulait un garçon à ma place. Donc là, vous voyez, c'est mauvaise pioche pour lui, il a eu une fille. Donc, c'est très, très tôt. Et d'ailleurs, quand je suis née, il disait, n'allez pas voir le bébé, il a aucun intérêt. Venez voir mon frigo qui est très moderne. Donc, et puis, ils me l'ont répété tellement de fois que je ne pouvais pas ne pas le savoir. Donc, tout de suite, je suis retournée à cette histoire-là. Et je dis, ça me ramène à quoi comme rejet? Petite. Ça, toujours l'histoire du frigo. Et j'ai dit, ok, mais moi, je les ai déjà travaillés. Je ne prends pas. Je rends à la terre, je rends à Gaïa toute cette histoire de blessure de rejet, je n'en veux plus. Et donc, en fait, j'ai compris qu'en face, on essayait de me rouvrir ma blessure de rejet, mais que je ne prenais pas. Donc, en fait, quand vraiment on a bien travaillé dessus, on s'en rend très bien compte que c'est ça qui est à l'œuvre, que effectivement je refais le lien avec l'enfance parce que c'est intéressant, et puis je rejette tout ça à la terre, enfin je redonne tout ça à notre chère Gaïa qui est juste formidable puisqu'elle va transmuter tout ce qu'il y a à transmuter, mais je prends pas. Donc en fait ça glisse sur moi. Oui, je me suis dit oui, c'est le rejet que je ressens, mais c'est comme si je n'ai pas le tsunami émotionnel, pas du tout. L'intérêt de travailler dessus, c'est qu'on peut mettre le mot dessus à chaque fois, et donc dès qu'on met le mot, c'est comme si elle se dégonflait, la blessure.
Si on ne met pas le mot dessus, c'est un tsunami émotionnel. Ça fait un mal de chien. On part dans des émotions pas possibles. Si par contre je me dis, mais attention là, qu'est-ce qui est rouvert là comme blessure? Ah, c'est l'humiliation. Ok, d'accord. Bon bah c'est bon, ça va, j'ai compris. Et hop, le soufflet s'éteint. Donc c'est ça qui est génial. Oui, on va sentir que c'est ça, on va le percevoir, on va le mettre en mots et hop, c'est fini. C'est ça qui est génial dans les blessures. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors Christelle demande, merci. Donc Christelle qui sera avec nous, demande combien de temps à peu près dure chaque atelier. À mon avis, je vais pas faire moins d'1 heure et demie. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Minimum, sûr, 1 heure et demie. Une heure et demie à 2 heures. Hein. Je connais tes ateliers, oui, c'est minimum 1 heure et demie. Voilà, bavarde. Christelle. Alors, est-ce qu'il y a un temps pour visualiser les couleurs? Est-ce qu'on peut le faire pendant une méditation, par exemple? Parce que la question a été posée. Oui, c'est ce que je fais aussi hein, quand je visualise. Bon, je mets un chronomètre et je visualise. Je peux visualiser entre 1 minute ou 3 minutes, mais après, on n'a même plus besoin de. En fait, on ressent les choses en fait. Oui. Plus on va le faire, plus on ressent. Plus on le fait, plus on ressent. Combien de temps, à un moment donné, on sent que ça y est, c'est bon, quoi. On peut passer au chakra suivant. Et même à force de s'entraîner, on sent le chakra qui tourne. Oui. Donc ça, c'est vraiment aussi très agréable, hein, parce que. Oui, tout à fait. Du coup, on est. Oui, on ressent les chakras. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, je redis encore une fois parce que ça me semble extrêmement important, on est dans une mouvance anxiogène, on a une vision de l'avenir et du futur qui est quand même un peu particulière, et donc c'est vraiment important d'aller équilibrer ses chakras. Vraiment, vraiment de se dire, je me prends 5-10 minutes tous les matins pour le faire parce que c'est intéressant. Alors évidemment, encore une fois, on peut recharger ses chakras de différentes façons, mais la méditation est un des outils les plus faciles, moi je trouve, et les plus performants pour le faire. Bon, après, chacun. Alors sachez-le qu'on a des méditations d'ancrage, donc dans les bonus avec. Je crois que c'est le premier atelier, je ne sais plus où le deuxième, oui. Premier, je crois. Voilà, donc en bonus. Mais de toute façon, vous l'aurez, avec les 2 ateliers, vous aurez ces 7 méditations quand même, en bonus données par Isabelle. Alors, Annabelle demande si on n'arrive pas à visualiser. J'ai beaucoup cette question, le fait de ne pas savoir visualiser. Si on n'arrive pas à visualiser les couleurs sur les chakras, est-ce qu'on peut uniquement penser à la couleur? Oui, tout à fait. On peut se mettre aussi une pierre. Je vais vous montrer, j'en ai une. Je suis très branchée sur les animaux. Alors, vous allez voir ce que j'ai comme... voilà. J'ai un petit... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un canard. Oui. C'est de la cornaline. Cornaline, ouais. La cornaline. J'ai reconnu. Bah, je vais aller me la mettre sur mon chakra sacré, par exemple. D'accord. Je peux mettre je peux mettre une pierre, je peux mettre, oui, je peux penser à la couleur. De la même couleur, à peu près. Voilà. Ouais. Et là, c'est parce que moi, ça m'amuse beaucoup d'avoir un petit canard en cornaline. Donc voilà. Okay. Pourquoi pas? Bien sûr qu'on va. Et il suffit peut-être même de regarder la couleur. Et oui, d'y penser. Pourquoi pas? Il y a la visualisation, c'est quelque chose qui est pas obligatoire. Et puis il y a des gens qui se font un monde de la visualisation, alors qu'en fait, peut-être qu'ils visualisent sans le savoir aussi. Oui. Donc voilà, il faut pas se compliquer la vie, il faut faire les choses. Oui. C'est vrai, comme tu dis, il suffit peut-être juste de regarder, penser à son chakra, regarder une couleur que vous avez devant vos yeux, et puis ça peut suffire aussi. Ce qui est intéressant, c'est de déterminer la zone du chakra. C'est-à-dire savoir qu'effectivement, mon chakra sacré, il est situé 2 cm sous mon nombril, qui va aller jusque sur le plancher de l'orbite, du bassin, donc et devant et derrière. Par exemple, derrière, je vais avoir le sacrum. Le sacrum, il est pris dans mon chakra sacré. Donc, il faut imaginer la couleur à la fois dans le bas de mon ventre et dans le bas de mon dos. Ok.
Marie dit, on peut même écrire en couleur. Oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Et tout est possible, hein. Ouais. Tout est possible. Il faut pas limiter notre imagination, Ouais. voilà, tout est possible, bien sûr. La taille des pierres est importante ou il suffit d'une toute petite pierre? Non, il n'y a pas de taille minimum, il n'y a Comme pas le de petit taille canard, là, maximum. il est Vous voyez, petit, regardez, hein. il est tout petit, mon canard. Oui, voilà. Autre chose, j'ai remarqué quelque chose sur moi. Je vais vous en faire part. Il y a des jours, je ne sais pas pourquoi, je vais forcément chercher un pull orange ou un pull rouge. Et très souvent, j'ai remarqué, je mets un pull rouge, un pantalon rouge. Ben, je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est mon chakra racine. Et puis, tout d'un coup, je vais me mettre en bleu. Ah, je me dis, aujourd'hui, c'est... Et alors, je me dis, c'est mon chakra de la gorge. Et des fois, je me dis, c'est peut-être ma blessure d'injustice qui a quelque chose à me dire. Donc, vous voyez, c'est très rigolo. Regardez, vous allez voir que le matin, on fait des drôles de trucs. Ouais, enfin, c'est vrai. Moi, j'ai observé ça et finalement, je me suis dit, mais j'ai fait un lien avec les chakras au fil du temps. Mais tu vois, moi, aujourd'hui, je suis en bleu et en fait, toute la journée, j'étais en bleu. Ah ouais. Donc c'est où ça? Bleu ciel, bleu indigo. Voilà. Donc, voilà quoi. C'est aussi simple que ça en fait. Il faut vraiment pas chercher midi à 14h. Donc voilà. Ok. Bah, très bien. Bon, alors je vois qu'il n'y a plus de questions. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Enfin, c'était vraiment très très riche. Comme je sais, il y a une personne qui a dit avec toi, Isabelle, c'est toujours très très intéressant et très riche. On a beaucoup d'informations et c'est vrai. Je suis d'accord. Donc, bah écoute, moi, il te reste plus qu'à te remercier. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu m'écouter. Merci à toi, Hortense. Et puis, rendez-vous le 13 septembre, lundi 13 septembre, pour le premier atelier, donc avec Isabelle et moi-même. Voilà. Très belle soirée tout le monde. Très belle soirée à tout le monde. Au revoir. Bientôt. Au revoir. À bientôt.